Tout est bon? Ok, top. Écoute, je suis content de t'avoir, hein. Dès que j'ai une excuse pour te voir, je saute dessus. On s'est vu au hasard en plus, hein, la première fois. Ouais, Mais généralement, tout ce qui se passe au hasard est est au toujours bien. hasard. Même l'équipe que tu vois là, Ouais. s'il doit t'expliquer comment elle a été construite, c'est j'ai parlé à quelqu'un au hasard que je connais pas, Ben oui, etc. mais c'est comme ça. Mais quand je regarde en arrière, tu vois, tout a été fait comme ça en fait, au hasard. Et les meilleurs trucs, voilà. Ce n'est que ça. Ça tourne là. Ouais, ça tourne, ça tourne. C'est que des rencontres. En fait, la vie n'est que des rencontres et tout ce que j'ai fait moi, c'est toujours au départ de rencontres improbables, incroyables, voilà. Ok, moi je te connais un peu, hein, donc toi tu es un entrepreneur, je peux te dire qu'on le On peut définit le dire comme ça, oui. Entrepreneur belge, Ouais. tu as toujours été en Belgique? Non, j'ai fait des choses en France, à l'étranger. Non, j'ai fait des choses autre part qu'en Belgique, ouais. Tu es jeune de 60 ans, c'est ça? Un Quelque peu chose comme plus, ça. j'ose même pas le dire parce que voilà, Ça se voit 20 dans ma tête, donc Oui, ça compte pas. voilà, ça compte Je pas. viens d'avoir 30 ans, j'ai aussi Ah, mais 15 ans. t'es vieux, toi. Ouais, je sais, là c'est chaud, ça devient compliqué là. Et donc, tu as fait quoi avant? Marketing J'ai fait agence beaucoup de marketing. choses. J'ai eu beaucoup de vie. C'est amusant parce que je classais les papiers dans mon bureau là. Et j'ai donné à un de mes fils hier. J'ai dit regarde tiens, j'avais oublié. J'ai aussi été producteur de films et je lui ai montré un truc où j'avais gagné un prix à New York avec un film qui s'appelait Ski Ouais. Espace. En fait, moi j'ai commencé dans l'édition. Donc quand j'étais à l'UNIF, Ok. j'adorais skier. On est en quelle année là? Oh, je sais Parce que pas. tu dis Attends, édition, mais non, mais édition c'est... non, mais je faisais des magazines, tu vois. Ouais, Je faisais le ouais, guide ouais. des sports d'hiver, le guide du tennis, le guide du terrain, le guide du golf. Et en fait, j'ai fait ça en même temps que mes études, qui étaient des études un peu bidons d'administration des affaires, mais bon, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. Et puis après ça, comme j'adorais skier, je me suis dit, quels sont les plans pour aller skier à l'œil? Donc j'ai fait un guide des sports d'hiver, du coup je me faisais inviter dans les stations, et je recevais le matos des marques qui voulaient qu'on promeuve leurs marques dans ces guides. Donc ça a été le démarrage d'une aventure qui m'a amené à faire Go Skiing, qui était un magazine de ski, Ok. Go Surfing, qui était un magazine de surf. Et puis, comme j'ai fait un guide du tout-terrain, j'ai des gens qui faisaient le Paris-Dakar qui m'ont approché, et qui m'ont demandé de m'occuper du team Yamaha Total, qui était un des teams qui participait au Dakar. Et donc, j'ai fait tout l'événement de présentation au Mirano, ça vous devez le connaître, puisqu'il a été remis en selle, mais à l'époque, c'était The Boîte à Bruxelles. Et donc, j'ai fait les événements de plus en plus. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais je fais plus d'événements que d'éditions, donc il y a un truc qui va pas. Je vais me lancer là-dedans. Donc, j'ai revendu tout ce qui était édition. Et puis, je me suis dit, comment je fais pour être très vite, très haut, très loin en communication. Et j'étais voir le gars, trop jeune, vous connaissez pas, qui était le pape de la com en Belgique à l'époque, qui s'appelait Eddie Gabarski, Ok. qui fait des films maintenant sous le nom de Sam, qui est son vrai nom, Gabarski. Et en fait, Eddie était associé avec Jacques Séguéla, qui était le pape de la pub en France à l'époque. Et donc, je lui dis, voilà, on va lancer une boîte de promotion des ventes et tu vas t'associer avec moi. Et le type m'a regardé en disant, c'est quoi ce pingouin qui débarque ici? Il vient avec quoi? Et puis, il m'a dit, écoute, je suis d'accord, mais il faut que tu me trouves un gars qui est vraiment calé en marketing à côté de toi. Et donc, j'ai trouvé le gars qui allait bien. On a mis tout ça ensemble et j'ai commencé à faire du marketing, de la communication, de l'événement. Alors là, je peux vous raconter 1000 histoires. On a fait des courses de bateaux où on était, nous, propriétaires du bateau. On le louait à une marque de cigarettes à l'époque, parce qu'on pouvait encore faire de la pub pour les cigarettes. J'ai fait de la promotion des ventes, et puis j'ai eu des dizaines de boîtes en communication, que ce soit à Bruxelles ou en France. Pour terminer, avec une boîte qui était multi-service, je dirais, où on faisait de l'événementiel, DRP, beaucoup de digital, énormément de digital avant l'heure, hein, je parle de ça, on est avant 2000, quoi. Hein, Et donc, ça veut dire quoi digital avant 2000? Ben, le digital, à l'époque, c'était surtout Internet au départ, et puis ça a été les réseaux, mais beaucoup plus tard, mais c'était surtout Internet. Et à l'époque, on utilisait très très peu Internet comme vecteur de com. C'est venu que beaucoup plus tard. Ouais, mais quand tu dis avant 2000, moi j'imagine, quand j'avais 5-6 ans, la première fois que je suis sur l'ordinateur, c'est Hotmail, t'as des bannières, c'est ça que tu dis digital? Oui, ça, à l'époque, c'était ça. Et donc, c'était vraiment tout à fait nouveau, et c'est assez amusant d'ailleurs, parce que un des premiers gars avec qui j'ai bossé, c'est Brice Leblevenec, qui est le fondateur d'Imakina, et je me souviens toute sa vie, il a débarqué, il avait une espèce de petit coffret à sa ceinture, là, je dis, mais c'est quoi ton truc, là? Et il me dit, ça c'est des disques, parce qu'à l'époque, on enregistrait encore sur des disques,
Et donc, il avait tous ses disques avec tous ses trucs et ses machins et tout. Je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Et je me suis dit, lui, il est très fort, parce qu'il faut toujours s'entourer de meilleurs que soi. Ça, c'était un des secrets. Lui est très fort, boum, il vient dans notre équipe et il développe toute cette partie-là. Il a même tellement bien développé qu'il a développé Imakina, qu'il a revendu à un groupe qui est coté au Nasdaq, qu'il est rentré lui-même en bourse, donc voilà, et qu'il a été considéré jusqu'à quelques années, et qui est toujours, pour moi, un des papes du digital en Belgique, dans le sens le plus large. Là, maintenant, il est très fort en IA et il se concentre un peu là-dessus. Et toi, c'est quoi ton rôle quand tu as cette agence? Parce que du coup, tu prends quelqu'un qui fait le marketing. Moi, je suis le chef d'orchestre, quoi. Hein, tu vois, moi, je suis un créativo-commercial, je suis un géo-animation. Il y a un jour, un gars qui m'a... Parce que chaque fois qu'on me demande ce que je fais, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire ce que je fais. Bon, d'abord, je déteste les termes pompeux, style CEO, brol, machin. Je hais ce genre de truc. Donc, soit je dis que je suis géo-animation, parce que c'est ce qui me caractérise le plus. Et en fait, il y a un gars, un jour... J'avais été à Montréal à une conférence qui s'appelle C2MTL. C2MTL, c'est pour Creativity and Commerce Montréal. Et c'était organisé par l'agence Sidley à Montréal. L'agence Sidley a comme actionnaire le Cirque du Soleil. Et donc, pendant ce séminaire qui durait 3 jours, où il y avait Richard Branson, Philippe Stark, Diane von Furstenberg, enfin James Cameron, des calibres de chez Calibre, entre chaque présentation, il y avait un numéro de cirque. Et puis, j'étais avec un Canadien et tout, parce qu'on pouvait rencontrer des gens, et je rencontre un Canadien qui faisait partie du gouvernement canadien, et je lui explique les projets que je fais en Belgique, et je dis, tiens, on pourrait faire ça à Montréal, trouve-moi une église, enfin, je passe les détails et je le fais court. Et le type m'a dit, en fait, toi, tu es un allumeur d'étoiles. Et je trouve que c'est pas mal comme définition, parce que j'aime bien bosser avec des gens et trouver chez eux ce qui est leur étoile et leur lumière, et ce qui fait qu'ils sont différents des autres. Et la première chose que... Bon, maintenant, c'est des équipes qui le font derrière, mais quand on a fait le Wolf, par exemple, la première chose que je demandais aux gens qu'on interrogeait pour les engager, comme partout, hein, à la plonge, au service, etc., il dit, bon, servir, tout le monde sait débarrasser un truc, tout le monde sait faire la plonge. Il dit, mais ta passion, c'est quoi? Puis il y a des gars qui me disaient, moi, c'est la jonglerie. Je dis, hop, engagé, machin, tu vas jongler. Et donc, c'est les faire sortir de leur rôle premier. Et je crois que c'est très important chez les gens de vraiment leur faire sortir et de leur trouver ce qui les anime vraiment, le feu de leur passion, parce qu'ils seront beaucoup productifs s'ils font ça. Et donc, moi, aujourd'hui, ce que je fais, je suis un metteur en scène de films et un réalisateur. Parce qu'en fait, faire un full market, un vrai comme on les fait nous, c'est vraiment un casting des meilleurs comédiens, c'est les restaurants, meilleur chef déco, meilleur chef opérateur, meilleur chef lumière, voilà. Et on raconte une histoire. Ouais. Bon, et c'est paradoxal parce que moi, j'ai vendu des marques pendant 30 ans de ma vie. Je peux plus voir une marque en peinture, je peux plus. Et je crois que les jeunes, encore moins que moi, c'est pour ça que je reste très jeune. En fait, ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est une vraie histoire. Et donc, nous, on raconte des histoires. Alors, il se fait que ça passe par une assiette. Là, dans le prochain, le RATS, peut-être en parler plus en détail. Quand même. D'accord. Je vais trop vite. Mais ça, c'est un de mes gros problèmes aussi, c'est que je suis trop rapide. Ouais. Et parfois, on a difficile à me suivre. Mais là, justement, je voulais poser la question parce que, tu vois, tu dis que t'aimes pas tout ce qui est pompeux, etc. Je suis un peu comme ça aussi. J'aime pas, en fait, tout ce qui est, on va dire, administratif, mais aussi tout ce qui est... cadré, tu mets un nom, mais tu regardes, moi, par exemple... La première fois que j'ai travaillé, je voulais aller dans un bureau, justement, une agence publicitaire. Qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Vous faites semblant. Quelle agence? C'était à Londres, Vayner Media. Ah ouais. Et donc, je voulais comprendre qu'est-ce que vous foutez. Donc, j'ai vraiment pris le temps d'aller dans chaque département. Qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Et tu vois qu'en fait, la majorité du temps, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Il y a un nom, c'est juste pour dire, voilà, je fais ça. Et ça veut rien dire. Mais du coup, toi, comment tu fites? Parce que, ok, là, aujourd'hui, t'as eu ton expérience, etc. Mais au début... En plus, tu as fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait au final. Non, mais ça, on les a fait. Mais enfin, c'est toujours intéressant. Bon, moi, je montais la boîte, donc il fallait que j'aille trouver les clients, il fallait que je trouve les concepts avec les équipes de créatifs, etc. Donc, c'est vraiment un truc multitâche, mais tu t'arrêtes pas, quoi. Je veux dire, mais comment toi, tu fites aujourd'hui? Non, avant. Comment tu fites quand tu arrives, c'est qui se paye là qui arrive et il parle d'une façon comme ça, ou bien il veut pas rentrer dans la boîte, tu vois, tu rentres pas dans un silo. Tu parles de moi? Oui. Ben écoute... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te connaît, en tout cas à Bruxelles. Non, mais je veux dire, tu sais, un bon communicant, c'est une éponge et un haut-parleur.
Donc la première chose qu'un communicant doit faire, c'est de voir tout ce qui se passe partout et d'anticiper les choses qui vont se passer. Et après ça, par rapport à la problématique d'un client, avec tout cet acquis que tu as eu et que tu as épongé partout, tu trouves le meilleur angle pour diffuser la musique de l'annonceur à qui tu dois parler. Après, c'est le convaincre de te dire qu'en tant que communicant, tu es le meilleur pour faire ce que tu dois faire pour sa marque. Et après, c'est du commercial. Ça commence par le commercial. Et puis, c'est le concept. Bon, moi, je me souviens d'un truc que j'avais fait en guérilla marketing à l'époque pour le rhum Havana. Et on avait plusieurs marques de chez, je crois que c'était Diageo à l'époque qui importait ça. Et pour le rhum Havana, j'avais dit, on va faire une action où on va dire aux gars, sortez de chez vous, sortez de vos vies de pantouflards et amusez-vous, quoi. En gros, ramenez vos pantoufles dans tel bar et on vous offrira un rhum machin. Et pour faire ça, j'avais un gars dans l'agence qui s'occupait du démarchage téléphonique. Le type, il avait été 17 fois à Cuba. Donc, il n'y a pas un gars qui connaissait mieux Cuba que lui. Et donc, j'ai dit, écoute, on va te prendre toi. Mais le type, il n'était pas du tout dans la cible, quoi. Hein. C'était un vieux comme moi, un boomer de chez Boomer. Donc, il n'était pas du tout dans la cible. Et je me souviendrai toute ma vie, c'était Philippe Meert, qui était le boss de Diageo, qui me dit, écoute Thierry, on va te suivre dans ton histoire, mais sache une chose, c'est que si ça foire, t'as plus une marque. Je dis, écoute, je suis sûr de mon coup. Et j'étais tellement sûr de mon coup que c'est passé au JT en Belgique, mais c'est passé au JT à TF1. Ouais. Et donc là, ça a fait un carton, et en plus, on n'avait pas prévenu les bars dans lesquels ça se passait en disant, faites quand même un peu le plein, les trucs. Et tous les bars se sont fait défoncer. Donc ça, tu vois, quand tu fais ça, ou quand tu fais un gars, une des premières actions que j'ai fait en promotion des ventes, amusant, je vous le raconte. Il y a un gars qui vient, il fait un produit qui s'appelle Z-Stop, un anti-moustique. Ouais. Et il me dit, voilà, je veux faire un truc exceptionnel qui s'est jamais vu. Mais bon, un mec qui vient de trouver en disant, j'ai un anti-moustique, je veux faire un truc incroyable, tu sais pas faire... Et j'ai dit, mais ça marche vraiment bien ton truc? Il me dit, ouais, prouvé par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et tout. Je dis, bien, ok. Je dis, écoute, voilà. Bon, mais tout ça, je le fais en raccourci, ça se passe quelques jours, voire quelques semaines. J'ai dit, écoute, on va faire un truc très simple. Parce que le mec, il était assez couillu. J'ai dit, on va te mettre en maillot dans une cage. Donc, tu vas être en maillot. Et dans cette cage, on va faire un sas d'entrée. On va pouvoir passer la main. On va remplir cette cage de moustiques, femelles, parce que c'est les seuls qui piquent. Les mâles ne piquent pas. Je vous aurais appris un truc aujourd'hui. On va les remplir de moustiques femelles. Et on va prouver par tes produits, par toi-même, le boss de la boîte, que tu ne vas pas être piqué. Donc le mec, il me regarde en disant, ce mec est vraiment frappadingue, quoi. Hein. Mais comme il est... Il doit défendre son produit, donc il est obligé. Mais ouais, voilà. Et le mec, il y croyait, il dit, bon, go, allez, ça va, on y va. Et donc, on fait ça avec la presse à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, et on dit aux journalistes, voilà, si vous voulez vraiment vérifier, on ouvre le sas, vous passez votre main, vous verrez. Et les journalistes ouvrent, ils passent leurs mains, ils se font piquer. Et ce truc a fait de nouveau, là, ça c'est Antenne 2 qui l'a repris, et on est passé au JT avec ce truc-là, ça a fait un carton plein. Mais donc son produit, le mec, il a vendu sa boîte, il vit à Monaco, enfin il est tranquille, quoi. Et ça fonctionnait ça fonctionnait vraiment. Et ça aussi, c'est une autre leçon que je faisais toujours. Moi, je pars toujours de la problématique du client ou du consommateur, et pas du brief qui est donné par la marque. Et généralement, ils savent pas. Mais ils savent pas pour ça. Et moi, j'ai refusé des trucs chez Proximus et autres, parce que les gars me disaient, je prends un exemple idiot, on imagine une voiture et le type dit, voilà, je veux promouvoir le fait que mon siège est massant et ergonomique. Et on se rend compte que la majorité des consommateurs veulent savoir si le siège est en cuir ou en tissu et qu'il est bien aéré en été. De nouveau, je caricature les choses. Ben, on va parler de ça. On ne va pas parler de son siège avec des boutons dans tous les sens. On va parler du truc qui intéresse le consommateur. Mais le problème, c'est que les marques ne voient pas ça. Parce que les marques, elles se disent, c'est cet angle-là que je dois mettre en avant. Mais si le consommateur n'a rien à taper, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça sert juste à rien du tout, quoi. Et là, j'ai envie de prendre l'exemple encore de la campagne moustique. Parce que tu as l'idée, et moi aussi, parfois, je peux avoir des idées, et je me dis, mais comment t'exécutes? Parce qu'il y a une différence entre l'idée et l'exécution. Où c'est que tu vas chercher tous les moustiques? Alors ça, tu l'es à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Ouais. Et je vais raconter une autre anecdote après, très drôle. À l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, tu peux acheter des larves de moustiques.
Mais donc, c'est un travail. Ils te sélectionnent. J'imagine que ça prend pas 3 mois non plus pour. Mais non, mais je veux dire, je sais plus combien de temps ça prenait. Mais alors, ça, c'est le gros problème. C'est que parfois, tu viens avec des idées de frappadingue, et après, il faut les réaliser. Avoir une idée, c'est 5%. La mettre en œuvre, c'est 95%. Des idées, tout le monde en a tout le temps. Ouais. Dire, ah ouais, moi j'ai eu cette idée-là, je l'ai pas fait. Ben oui, ce qui est compliqué, c'est de la faire, c'est pas d'avoir l'idée. Et donc, un jour, comme ça, pour une marque de bière bien connue, qui était Carlsberg Elephant, enfin bon, la partie éléphant, c'est surtout Carlsberg qui est connu. Carlsberg Elephant, c'était une bière un peu plus forte. Ils font une compète d'agence pour voir ce qu'on peut faire pour promotionner le truc. Et moi, j'arrive avec 3 idées, dont une qui est de dire, je vais vous raconter après, ils choisissent cette idée que je vais vous expliquer. Et je me dis, mais bordel, c'est pas vrai, quoi. Ils ont choisi un truc, moi je leur ai vendu une idée, mais je sais pas comment je vais faire. Et l'idée, c'était quoi? C'était de mettre une puce sur un éléphant. Et avec cette puce, il y avait un jeu sur Internet où il y avait une espèce de grille style combat naval, et il fallait dire où se trouvait l'éléphant. Et on pouvait jouer une fois par jour. Et chaque fois qu'on jouait, on avait un portefeuille virtuel. Si on était bon, on gagnait des capsules virtuelles dans ce portefeuille. Et avec ce portefeuille virtuel, on pouvait l'échanger dans des points de vente. Mais on est 2003-2004, quoi, donc tout à fait nouveau. Et puis les types, ils me disent, oui, on fait le coup de l'éléphant. Je dis, ok, d'accord. Alors tu rentres à l'agence, tu dis, yes, on a gagné le bazar. Et puis tu dis, ups, là, on va devoir le mettre en œuvre. Et là, ça devient déjà un peu plus coton. Et donc, il y a mon associé de l'époque, Claude de Gaines, qui a dû partir au Kenya pour trouver des gars, des trackers, quoi, qui gardent des réserves naturelles. Donc, on a dû trouver un éléphant, endormir l'éléphant, lui mettre une puce, machin, lui mettre une balise GPS, relier le tout par satellite, enfin, un truc de malade, quoi. Et ça, c'est un côté très excitant parce que c'est juste des trucs hors normes. Donc, quand tu fais des trucs comme ça, tu travailles pas, tu t'amuses. Ouais. Tu dois trouver des solutions pour t'amuser. Est-ce que tu as déjà... Parce que là, au final, tu as réussi à le faire, au final. Ah oui. Mais est-ce que tu as déjà eu une idée où, justement, tu dis yes, et après, tu dis, ah merde, je peux pas l'exécuter, en fait, parce qu'il y a... Non, l'exécuter, il y a toujours... Tu sais, moi, j'ai 3 devises dans ma vie, dont une qui est, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc, partant de là, tu dois trouver une solution, qui est peut-être pas celle-là, mais... Souvent, alors j'en ai une seconde, puis je vais vous donner un troisième pour vous donner les 3, c'est de faire d'un point perdant un point gagnant. Donc quand tu as un truc où on te dit « Merde, ça va pas, je peux pas faire ça », mais tu vas encore plus loin pour aller chercher autre chose qui est encore plus fort. Point perdant, point gagnant. Et celle de base, c'est « Il ne faut jamais faire de compromis avec ses rêves ». Et ça, d'ailleurs, c'est ta signature. Donc c'est ma signature dans mes mails. C'est ta préférée, alors? C'est ma préférée. Je vais pas mettre l'autre parce qu'il n'y a pas de problème avec des solutions. Ça fait pas franchement rêver. Et pourquoi Mais si tu mets ces 3-là ensemble, c'est-à-dire que tu rêves de trucs, quel que soit l'entrepreneuriat que tu veux faire, tu veux enfiler des perles, tu veux faire de la peinture sur peau de coccinelle ou voilà, ou tu veux faire n'importe quoi, tu as un rêve, tu dois aller au bout. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je te dis, tu vas rencontrer que des problèmes. Il n'y en a pas, il n'y a que des solutions, à tout. Donc ça, voilà. Et quand ça merde vraiment, tu fais d'un point perdant à un point gagnant. Tu mets les 3 dans l'ordre ou dans le désordre, tu secoues, peut rien t'arriver. Ok, donc il n'y a pas, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé où tu n'as pas été jusqu'au bout de quelque chose. C'est très rare. Très, très rare. Moi, je veux cet exemple qui est rare. Tu veux dire l'exemple où justement tu n'as pas été jusqu'au bout. Parce que justement, comme tu dis, il y a toujours une solution. Et donc je veux savoir c'est quoi cette situation. Alors par exemple, un truc où on voulait faire un projet de Tribal Lodge. Ça c'est un truc qui me taraude toujours, donc je vais le faire un jour. Donc, okay. Ouais, non, je lâche pas. Je lâche jamais rien. Moi je suis un rocker, je suis un Jack Russell, je me fous au mollet. Et donc c'est quoi l'idée? Mais là l'idée, on avait un terrain de 10 hectares sur lequel on a signé une promesse d'achat avec une clause suspensive d'obtention de permis qu'on n'a pas obtenue. Mais l'idée, c'est de bousculer tous les codes de l'hôtellerie. En fait, aujourd'hui, moi, aller dans un hôtel normal, ça m'emmerde à fond. Parce que je dois toujours faire quelque chose. Je dois toujours être en mouvement. D'ailleurs, Sylvain Tesson, qui est un de mes gourous, l'écrivain, quand on lui demande la définition du bonheur, il dit le bonheur, c'est le mouvement. Et je pense qu'il n'a pas tort. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de faire un tribal lodge, c'est-à-dire un truc où les gens doivent faire pour pouvoir jouir, entre guillemets. Je m'explique. Il y a un four à pain.
il y a un boulanger qui explique comment on fait le pain, mais si tu fais pas ton pain, tu bouffes pas le matin, tu bouffes pas le lendemain matin. Et tout est comme ça. Et donc là, on avait pris des accords avec un type qui avait une barque, un pêcheur et un fermier. Tu veux bouffer le soir? Ok, tu as un potager qui est là, tu as un pêcheur qui est là, tu as un fermier qui est là, tu nous dis ce que tu veux, tu viens avec nous, on va chercher la viande, on va chercher le poisson qui va être pêché frais du jour, tu vas aller chercher les légumes dans le potager, tu vas avoir un cuistot, tu vas avoir un énorme brasero, on va t'aider dans la cuisine et te montrer comment on fait, mais c'est toi qui vas faire. Et l'idée, là, parce qu'on avait vraiment été très loin, on avait développé tout au niveau architecture et tout, c'est vraiment comme des espèces de grottes enterrées sous terre, et puis il y avait un énorme dôme avec un brasero, tout le monde pouvait se réunir, qui était ouvert, il n'y a pas de fenêtre, qui était ouvert, et qui était l'espèce de lieu de rencontre. Et donc, tu vis, bon, évidemment, tu arrives, tu laisses ton téléphone, ça c'est le b.a.-ba, tu vis une vraie expérience, et tu pars de là, tu as passé même 24 heures, il se passe quelque chose. Autre exemple, c'est les cabanes de Ranziway en Belgique, que certains connaissent. C'est des cabanes où tu as tes bûches, ton truc, tu mets tes bûches dans le feu, si tu veux que ça se passe, et tu dois faire, quoi. Tu dois être acteur de ce qui se passe. Et je pense que quand tu es acteur de ta vie, de tes loisirs, etc., et que tu n'es pas passif à te les rouler dans la farine sur une serviette au bord d'une piscine, je crois que la satisfaction, elle est beaucoup plus grande que de ne rien faire, quoi. Et tu voulais faire ça en Belgique? Non. Ça, c'était... pour le coup, c'était aux Açores, là. Ok. Mais donc ça serait comme un Airbnb ou un hôtel, mais le concept c'est vraiment les gens font tout. Et c'est quoi qui t'a stoppé du coup? C'est un peu comme les food market, mais on n'a jamais le permis. Même aux donc Açores, voilà, ah ouais non, c'est le Portugal, les Açores. Ouais. Donc voilà, et en fait, le terrain était exceptionnel, 200 mètres au-dessus de la mer. Mais là, j'ai l'impression que tu vas quand même le faire parce qu'au final, le timing de déconnexion, là, parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., on rentre dans un monde où les gens veulent être déconnectés. Donc j'ai l'impression que tu vas avoir l'opportunité qui va se présenter. Ah non, mais ça c'est clair et net, ça c'est clair de chez clair et net. Et donc il y a un moment, parce que moi je fais jamais 2 fois la même chose, ça m'emmerde profondément. Et on en reparlera avec les food markets. Ouais, je fais jamais 2 fois la même chose, donc là, Et je vais pas m'arrêter. Je veux dire, moi, quand je vois mes copains qui jouent au golf, qui boivent des coups de rosé et qui font du bateau, je pense qu'ils s'emmerdent royalement. Ils font semblant, tu penses? Je pense qu'ils s'emmerdent vraiment royalement. Et donc, j'ai pas envie. En plus, bon, moi, j'ai ma femme qui a aussi un très chouette projet que j'ai envie de soutenir. Donc voilà, je ne vais pas m'arrêter, ça c'est sûr et certain. Mais arrêter pourquoi de toute façon oui, arrêter pourquoi arrêter pourquoi, c'est exactement ça la vraie question. Est-ce que la société que tu avais, qui est l'agence marketing, elle était cotée en bourse à un moment? Alors je l'ai rentrée en bourse effectivement en 2010. Je suis curieux de savoir comment toi t'étais une fois que t'es rentré en bourse, sachant que ça veut dire c'est hard, c'est-à-dire qu'une fois que t'es en bourse, d'abord, t'as des reportings, t'as des trucs, tu fais vraiment pas ce que tu veux, tu peux même pas dire ce qui va se passer, parce que sinon t'as des initiés, t'es plus chez toi. Donc c'était la moins bonne des meilleures idées que j'ai eues. Combien de temps t'es resté En fait, le truc, c'est qu'il y a un moment où tu te dis, le problème de la com et de la pub, c'est que c'est ce qu'on appelle des assets on legs, c'est-à-dire que c'est les personnes qui font le truc. Alors moi, j'étais entouré avec des personnes qui étaient juste exceptionnelles, de nouveau plus exceptionnelles que moi, chacune dans leur domaine. Et moi, je parvenais à allumer ces étoiles qui étaient autour de moi. Mais il y a un moment où si tu veux sortir du truc, soit tu te vends à un groupe américain et le mec, il te dit pendant 3 ans, tu restes, tu as une clause de non-concurrence et tu vas faire ce qu'on te dit. Ça, c'est pas trop mon style. Parce que je sais que t'aimes bien les contrats, toi, non? Les quoi? Les contrats, oui. Sortir un contrat pour le podcast? Non, jamais. D'ailleurs, pour le prochain Food Market, il faut que j'y pense parce que tout n'est pas encore signé. Mais non, on se tape dans la main, c'est bon. Mais bon, voilà, ça c'est un de mes défauts ou une de mes qualités. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la confiance dans les gens. Et donc, on en était où, là? On en était côté en bourse, machin, bazar et tout. Ouais, les contraintes sont juste terriblement pesantes. Et je te dis, si tu te revends à un groupe parce que tu veux sortir à un moment de ce métier de la com, je vais en reparler 2 secondes après, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu te revends à un groupe, tu dois rester dedans et tu es prisonnier de ton truc pendant 2-3 ans, soit tu espères aller en bourse et tu espères que ça se passe bien, ce qui ne s'est pas passé, et tu ressors comme ça. Donc voilà, en plus la com, depuis 2010-2012, en fait, les annonceurs, ils achètent un prix, ils achètent un budget, ils n'achètent plus une stratégie, ils n'achètent plus un concept. Et aujourd'hui, la pub, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait les médias
on vendait du cinéma, on vendait de la TV, on vendait de la presse, etc. Mais aujourd'hui, les médias, c'est toi, c'est elle, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. C'est ce qu'on fait. Donc, chaque personne est un média en soi. Donc, la façon de communiquer, ben, c'est pas toi que je vais expliquer, c'est complètement différent. C'est des podcasts, c'est des... Ben, moi, j'ai fait un truc il y a 3 jours, j'en reviens toujours pas. Je sais toujours pas comment ça se fait. C'est quoi? Mais je t'explique l'anecdote, quoi. C'est juste dingue. Donc, pour le prochain Food Market, dont on va parler plus tard, il y a Laura, qui est la directrice, qui dit, voilà, je vais faire comme j'ai fait au Fox, un petit truc où on va présenter un peu le Rats en rentrant dedans, machin et tout. Et puis la fille qui s'occupe d'Insta et de TikTok chez nous montre le truc. Je dis, mais on montre beaucoup trop. Elle dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce que c'est la vidéo qui a été publiée? Oui, c'est la publiée. Je t'ai vu. Mais attends, je t'explique le truc. Explique-moi. Et je te jure, mais c'est comme ça que ça se passe. Je dis, viens, je vais montrer comment ça se fait. Et moi, je trouve que la cible, c'est toi. Elle a 22 ou 23 ans, elle est étudiante. C'est certainement pas moi, la cible. Hein, c'est 18-25, quoi. Hein. Et donc, je dis, écoute, viens, je vais te montrer comment il faut le faire. Et puis, si tu le fais toi ou tu le fais quelqu'un de la com, mais je vais te montrer. Et puis, je fais le truc, mais ça dure vraiment littéralement 2 minutes, quoi. Et puis, il me dit, non, mais tout le monde me dit à la com, c'est toi qui dois... Je dis, écoutez, ça m'emmerde, c'est plus, mais bon, si vous trouvez que c'est bon, ok, go, on y va, quoi. Et puis, ce truc va, et puis j'ai des gens qui m'appellent, machin. Ma fille qui est en backpack en Argentine, qui m'envoie un truc que je vois le lendemain matin, elle me dit, mais tu fais le buzz, toi? Et puis je regarde le truc, je crois que il y a 230 000 vues. On est passé sur le rats.brussels, l'Insta, de 520 trucs. Je pense que ce matin, on était à 4002, quoi. Je me dis, mais c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc, et là, c'est comme ça, quand tu t'engages, que tu crées des communautés. Et du coup, la façon de communiquer, mais est tout à fait différente. Nous, pour les food market, on n'a jamais dépensé... Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on n'a pas jamais dépensé un balle en communication. Mais c'est pas vrai parce qu'on a parfois acheté des ads Facebook ou autres. Mais jamais on a fait une page quelque part ou un truc ou un machin. On paye pas. C'est le buzz qui fait que ça fonctionne parce que les histoires qu'on raconte sont intéressantes. C'est marrant que tu l'aies compris. C'est marrant que tu l'aies compris parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas en fait. Non, mais je t'ai dit un truc au début, mais toi tu l'as pas compris, c'est éponge haut-parleur. Ouais. Donc, moi à l'époque, dans toutes les boîtes de com qu'on avait, on avait une boîte à Paris qui s'appelait Desinéo, qui faisait des études de tendance. Et c'est ça, c'est capter les trucs qui vont se passer demain. Les trucs qui se passent aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, je sais que c'est ça. Et ce qui est dingue, c'est que les types qui travaillent avec moi, enfin, la garde rapprochée qui a entre 30 et 40 ans, ils sont has-been. Ils comprennent pas. Et on va en reparler sur le nom du suivant, les discussions que j'ai eues, mais c'est surréaliste, quoi. On va parler, tu parles du rat? Oui, allez, hop, on y va, parce que c'est le premier truc que tu as dit, donc autant le dire, mais ok, viens, on peut sauter sur les food market, etc. Donc toi, tu te dis, je sais pas comment, parce que t'es pas du tout dans l'Horeca, tu te dis, je vais lancer un truc Horeca en Belgique, on va pas parler déjà des défis qu'il y a en Belgique pour quel que soit le truc entrepreneurial que tu veux faire, mais en plus l'Horeca, alors là, tu te mets la corde au cou limite. Et toi, tu dis, je vais faire ça. Oui, non, mais je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce que d'abord, bon, moi, j'ai toujours voulu avoir un resto ou un truc. Et on est en quelle année? Et entre ce moment-là où tu dis, t'as cette idée... On est en 2016, ouais, dans ces eaux-là. Moi, je sais pas les dates en arrière. Je sais les dates en avant, mais je sais pas en arrière. T'avais quelque chose? C'était encore l'agence ou bien... Alors, attends, entre les deux, je fais un truc qui s'appelle le Yoghurt Farm, qui est du yogourt salé, sucré, rue du Bailly. Et ce truc est plus compliqué à gérer 6 personnes que 350 dans la com. Je me dis, bordel, il y a un truc que je pige pas, il y a un truc que je maîtrise pas. Et je fais tout, hein. Je fais la plonge, je fais le service. Donc c'est drôle parce que tu passes de patron d'une boîte cotée en bourse à la plonge et à servir des yogourts. Non, c'est comme ça que tu vois ce qui se passe. Et je me dis, mais bordel. Et c'était une taille qui était, ça gagnait pas d'argent, ça perdait pas d'argent, mais c'était flat, quoi. Il y avait rien. Il y a un gars qui s'appelle Renat. Non, c'est pas un gars, c'est moi qui... Bon, je vais à Lille et je vois un truc qui s'appelle IT Trattoria. Et je me dis, bordel, ça c'est vraiment un concept qui est vraiment balèze. Et c'est un concept italien avec un laboratoire de pâtes où tu fais les pâtes, les pizzas, les trucs et les machins. Et je dis, ça c'est un truc à mettre à Bruxelles. J'appelle le gars, je tombe sur un gars qui s'appelle Renato Iera, qui est devenu un copain. Et je lui dis, voilà, moi, je vais faire ton truc en Belgique.
Et on accroche très vite. Et il me dit, voilà, il faut que tu trouves ça, 400 mètres carrés. Je dis, attends, t'es malade, toi. 400 mètres carrés, jamais je vais trouver ça. Et en parallèle à ça, il y a Galeria Inno qui me demande comment redynamiser les Inno en Belgique et au Luxembourg. 18 points de vente. Et il me dit, voilà, on voudrait servir du croissant, du café, etc. Je vais voir leur truc. Et je retourne chez Inno. Et puis vous allez voir que tout va se rejoindre. Je retourne chez Inno et je leur dis, vous savez, vous avez des problèmes qui sont beaucoup plus graves que de taper un croissant et une tasse de matcha. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de matcha, de café. Ça ne va pas résoudre vos problèmes. Il faut d'abord que vous résolviez tac, 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 tac. Et je prends tous les points parce que j'ai passé l'âge de m'emmerder. Donc je leur dis ce qui ne va pas dans leur boxon. Et le type me regarde et il me dit, c'est dingue parce que c'est exactement le plan qu'on a à 5 ans. Je dis, ça devient intéressant. Là, je veux bien me pencher sur le truc. Et je développe des mini food market dans l'Inno. Et en parallèle à ça, alors, ça se termine, ça, pourquoi ? Parce que l'Inno se fait racheter par un groupe canadien, qui est le groupe qui a Saks Fifth Avenue à New York. Et les gars, quand ils débarquent, ils disent qu'ils étaient déjà propriétaires de surface en Hollande, dans lequel il y avait du foot. Et ils disent, voilà, on met tout en veilleuse. Je dis, les gars, moi, ça fait un an que je bosse sur votre truc, pas de contrat, je fais quoi ? Ils ont été ultra corrects, je le dis parce que c'est rare. Ils m'ont dit, voilà, tu factures et on te paye. Donc, l'Inno, merci, très correct, voilà, il faut le savoir. Et en parallèle à ça, il y a Renato qui me dit, trouve-moi cette surface. Et on me rappelle pour la énième fois en disant, viens visiter l'ancienne banque CGER, machin et tout. Et je vais visiter cette banque, et je dis à Renato, je dis, écoute, je te propose un truc, parce que je savais que les food markets émergeaient un peu partout en Europe. J'ai dit, on fait ton Eat Trattoria au milieu, et autour, je te mets plein d'autres restaurants. Et il me dit, ouais, bonne idée, machin et tout. Et puis les choses évoluent. Je rencontre Paul et Michel Alterman, distributeurs HLS, qui sont intéressés, qui avaient entendu parler du truc de l'Inno Food Market, et qui se disent, oui, c'est une bonne idée, machin, on serait prêt à être partenaire dans cette opération, blablabla, machin. Et on fait une réunion avec Renato qui dit, voilà, moi, pour mes produits italiens, je dois avoir telle boisson, telle boisson, telle boisson. Ah non, ça fonctionne pas, machin. Et je dis à Renato, écoute, on va pas pouvoir faire le deal ici, donc voilà. Et c'est comme ça qu'est né le Wolf, avec Pascal Vanham, qui est mon partenaire indissociable de toutes ces aventures. Et c'est comme ça qu'est né le Wolf. Et du coup, Renato, je vais chercher d'autres endroits. Et pour la petite histoire, il a depuis lors plus de 100 boutiques. Il a ouvert son deuxième à Miami et je pense maintenant son deuxième à New York. Donc le truc a vraiment décollé de façon incroyable. Et il n'est jamais venu en Belgique pour une raison très simple, c'est que quand il a fait la dernière virgule de ses plans financiers, l'ONSS était trop cher. Et le coût du travail était trop cher. Et donc, comme lui, il vend ses premières pizzas à moins de 10 balles, impossible à tenir en Belgique. Du coup, il a dit, je plie. Il a fait tous les pays qu'on peut imaginer en Europe. Et il est pas en Belgique. Mais donc, c'est pour ça, ma question initiale, c'était... Et il y a plusieurs questions qui vont rentrer là maintenant. C'est, t'as l'idée, ok, on est d'accord, c'est pas une idée ponctuelle. Les événements se passent comme tu viens de décrire. Est-ce que toi, à un moment, t'en parles, par exemple, avec ta femme, ta famille ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que quand t'en parles avec elle ou avec tes enfants, est-ce que ils disent tu le prends en compte ou bien c'est un plus ? Ah non, mais je prends toujours en compte, mais évidemment que j'en parle à ma femme. Je ne sais pas si j'en parle à mes enfants, mais ma femme, évidemment qu'elle est au courant de toutes les aventures que je veux faire ou que je veux pas faire. C'est quoi l'impact qu'elle a elle a un impact en disant ça, je pense pas que c'est une bonne idée ou ça, c'est une bonne idée. Bon, les femmes voient tout souvent mais si elle très, te dit très clair. Si elle te dit c'est une mauvaise idée, est-ce que ça, tu te remets en question un petit peu ? Mais moi, je me remets toujours en question. Mais j'essaye de la persuader que c'est une bonne idée. Oui, c'est un peu différent. Mais moi, je suis le premier à me remettre en question. S'il y a vraiment des avis qui sont pertinents en me disant il faut pas faire ça, il faut faire ça, il y a un moment, je dis oui, c'est vrai, tu as raison. Évidemment, si on ne peut pas se remettre en question, on est mort, quoi. Donc, mais il y a des trucs sur lesquels, quand je suis certain, et on va y revenir, sur le rat, là, il y a des trucs qui sont indissociables. Ouais. Je prends un verre d'eau. Vas-y. Mais il y a quelque chose là, j'ai l'impression sur le rat. J'ai envie d'aller dessus, mais je me retiens. Allez, vas-y. Parce que c'est par étapes. Mais donc, ok. Tu te remets en question à un moment ou pas ? Mais toujours. Non, mais spécifiquement pour le Wolf.
T'as les jetons, hein, je veux dire, tu fais un truc qui coûte plusieurs dit, millions. Des trucs de yaourt. Non, mais tu fais un truc de plusieurs millions, tu fais un truc qui n'existe pas en Belgique, un food market, tu fais un truc qui est OK au-dessus de la rue Neuve, mais quand même relativement décentralisé. Donc tu te dis, mais tout entrepreneur... À un moment, tu dois signer. Le bail, etc. Et comment tu te dis, vu que tu viens de faire le concept de yaourt, oui. Ok, c'était juste du yaourt, c'était compliqué, on était au break-even. Parce qu'un food market, c'est pas compliqué. Pourquoi c'est pas compliqué? Non, c'est parce que le business model que je mets en place pour le Wolf à l'époque est tout complètement différent, puisqu'on prend un pourcentage sur les restaurants. Donc c'est de l'immobilier que tu fais? C'est pas de l'immobilier, c'est un film, je t'ai dit, c'est de la mise en scène de film. Je dois trouver le meilleur casting. Moi, à l'époque, je me rappelle, et j'ai dû me battre avec les associés, c'était vraiment... Et avec tout le monde, d'ailleurs. Je rencontre Georges de Maïtanour, qui est devenu Maïtanour. Maïtanour n'existait pas encore. Et il me dit, je vais lancer Maïtanour. Et il m'explique ses pains et tout. Et je suis avec lui le soir dans son atelier, et il explique avec Joao, qui est un de ses copains portugais, on fait 3-4 trucs de pain, il me montre, il dit, regarde, je fais ça dans un tanour traditionnel, machin, bazar, il colle ses pains, on goûte. Et je dis, écoute, c'est génial, il faut que tu viennes. C'est le mec pour moi qui est le meilleur en street food en Belgique. Et on a fait un truc au feu de bois, mais quand on te dit qu'en plus, dans l'ancienne banque CGER, on va aller faire de la cuisine au feu de bois, mais les mecs, ils te disent, mais t'es frappadingue, quoi. Hein. Et donc, voilà. Mais tu fais le casting des restaurants, les restaurants te payent une commission, toi, tu t'occupes uniquement du bar, et tu t'occupes du débarrassage, de la com, de la vaisselle, de la déco, du design, etc. Déco, design, c'est le truc que je préfère. Moi, je pense que j'aurais vraiment voulu être architecte, mais je ne sais pas compter jusqu'à 3, donc je ne peux pas être architecte. Je ne sais pas faire une perspective, je ne peux pas être architecte. Mais j'adore l'architecture, parce que l'idée de partir d'une feuille blanche et d'avoir un truc qui est construit après, c'est juste magique, quoi. Et donc voilà, ça mêle en fait tout ce que j'aime. C'est le partage et la convivialité d'une assiette, c'est le design, c'est la communication, c'est de l'événementiel, enfin tout ce que j'ai comme passion et que j'ai fait dans ma vie de communicant, d'événementiel, d'édition, de production de films, etc. Tout ça se rejoint dans ce que je fais aujourd'hui. Donc je ne peux pas être plus heureux que ça. Alors bon, après... C'est difficile de se réinventer. J'ai encore 1 ou 2 trucs dans ma besace au niveau foot. Mais bon, de nouveau, comme je fais jamais 2 fois la même chose, food market qui commence quand même à en avoir 2-3, un peu partout. Alors on nous demande de faire des food market. 2-3, j'ai l'impression que c'est les partout dans le monde. Bah oui, c'est 2-3, oui, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais bon, on nous demande de faire des food market partout, au Maroc, en Suisse, en France, partout. Et quand tu fais ce concept, parce que justement tu parles d'autres food market, tu connais Curb, qui est vraiment top, lancé à Berlin. Ouais, super. Est-ce que tu te compares à ce moment-là, parce que tu étais parti sur Itratoria, à ce moment-là, tu dis, OK, c'est un food market, ça existe déjà aux États-Unis. Curb n'existait déjà pas à l'époque. Non, mais ça existait. Bah oui, ça existait aux États-Unis. Donc tu regardes un peu le business model. Mais c'est des food courts, tu vois, c'est encore un poil différent. Hein. Différence entre food court, food market et food hall, c'est des choses différentes. Ouais, c'est différent. Donc voilà, mais je me compare pas parce que j'invente un truc dans une banque, machin, et dans cette banque, on s'assied sur un fauteuil dans cette banque vide, et dans un hall de gare, et tu te dis, tu commences par te dire où je vais mettre les cuisines, où je vais mettre les stands. Ça commence comme ça, quoi. Tu pars d'une feuille complètement blanche. Et ça rejoint un peu le côté architecture, le côté où tu... Tout est possible à ce moment-là. Mais tout est toujours possible, pour n'importe qui. Il faut juste le vouloir. Pas faire de compromis avec ses rêves, c'est tout. Et donc ça se passe comment? Ça se passe bien le premier jour d'ouverture? Parce que le timing, on va parler du timing quand même. C'est décembre 2019. Décembre 2019, mais on arrive... c'est vraiment le pire, on va dire. On ouvre et on voit une file dans toute la rue. On se dit, bordel, mais là, il y a un truc qui se passe, quoi. Hein. Ouais. Et ça, c'est vraiment les réseaux. Ça, c'est vraiment les réseaux. T'es le premier food market à ce moment-là. Hein. On est le premier food market, mais bon, tu sais, tu mets une boutique Hermès au milieu du désert, il n'y a personne qui vient si tu dis pas qu'elle est là. Hein. Et encore, il faut la trouver. Donc, t'as beau être le premier food market, si t'as pas une com de la mort qui tue, tu passes pas, quoi. Et à ce moment-là, c'est quelle équipe que t'as? Alors là, j'oublie son nom, je le dirai 100 fois. Delphine. C'est Delphine qui s'occupe du digital, qui reste, pour moi, la meilleure
en digital. C'est marrant, j'en ai parlé à mes équipes pas plus tard qu'hier matin, justement en parlant du truc que j'avais fait là. Parce que elle, qui est derrière Social Lab, etc., et Page Karma, qui est un outil d'analyse des réseaux sociaux, elle dit il n'y a que la spontanéité. Si on veut faire du vrai lien, il n'y a que la spontanéité. Et de l'interaction et de l'engagement, surtout des communautés. Et elle a raison. La preuve, c'est qu'on l'a fait, parce qu'on a des équipes de com qui font des trucs léchés, machin, on met ta lumière comme ci, comme ça. Ça le moins bien. Ça marche pas, quoi. Ouais. Donc, ce truc marche tellement bien que qu'est-ce que je fais cet après-midi? J'ai pris une des community managers et je vais lui dire, on va aller chez Recyclard où on fait l'étape, on va aller dans l'entrepôt parce que je vais te montrer les trucs, et je vais expliquer les trucs dans le dur parce que c'est mes tripes, c'est ma vie pour l'instant. Donc, il n'y a personne qui peut l'expliquer comme moi. Et donc, malheureusement, ou heureusement, je vais m'y coller parce que je connais le mec, la fille qui est en train de souder nos tables, qui sont des trucs de wagon de train, enfin ça je vais en parler après. Mais voilà, je connais tous les gars, je suis impliqué dedans tout le temps. Je pense à ça jour et nuit, jusqu'à l'ouverture. Enfin là, je pense déjà un peu au suivant parce qu'on est presque à l'ouverture. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec le Wolf? Donc, tu ouvres le premier, tu as la file, mais là, je parlais du timing. Alors, on est en 2019, on ouvre le 19 décembre 2019, et janvier, on se fait arrêter, Covid. Donc, tout s'arrête. Poum, tonks. Donc, c'est quand même un peu flippant pour tout le monde. Bon, heureusement, en termes de loyer, puisqu'il y a un bail de 27 ans là-bas, on avait négocié le truc, comme quoi, si on n'arrivait pas au business plan, le loyer était diminué. Donc, par définition, on n'arrivait pas au business plan, puis c'était fermé. Alors, ça ne nous impacte pas trop, parce que, heureusement, bon, les banques, en termes de prêts, mettent tout en veilleuse. Et bon, tu n'as pas de revenus, mais tu n'as pas quelque part, puisque le loyer est mis entre parenthèses, tu n'as pas de dépenses non plus. Donc, ça te permet de réfléchir. Ça va, et de trucs. Bien à ce moment-là. On s'en sortait bien. Et moi, je me rappelle de 2-3 fois où j'ai été au Wolf, un peu en chemette, voilà. Et c'était surréaliste, quoi, parce que d'abord, le Wolf était vide, et puis tout était vide autour, quoi, les rues et tout. C'était assez incroyable, quoi, comme ambiance et tout. Tu te dis merde, quoi. Ah, triste, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, j'ai fait d'autres choses chez moi parce que c'était très chouette. On était confinés, ça te permet de réfléchir à la suite et tout. En Belgique, t'es bloqué pendant combien de temps? Je sais plus combien c'était le Covid, mais c'était quand même quelques mois, hein. C'était chaud boulette, quoi. Hein. Et puis on rouvre, et là, on fait un truc avec un DJ qui part en cacahuète complète, avec tous les gens qui dansent debout sur les tables alors qu'on pouvait se réunir à je sais pas combien, enfin bref. Donc Philippe Claus, très très fâché, je vais fermer et tout, mais bon, on explique qu'écoute, malheureusement c'est notre directrice qui est montée sur la table et qui a un peu enflammé le bazar, mais ça a fait de nouveau un buzz pas possible, quoi, hein, parce que, ouais, on fait la fête, Wolf, machin, donc on était devenus subversifs, alternatifs, enfin tout ce qu'il faut pour les jeunes, quoi. Hein. Donc voilà, et ça a fait le buzz, et puis c'est reparti, et ça a fait que croître, et voilà. Et ça se termine comment, le Wolf? Mais j'ai des clauses de confidentialité, donc je peux rien dire. On n'en parle pas, mais ça se termine que voilà, je suis plus au day-to-day du Wolf, pour dire les choses comme elles sont. Donc je ne m'occupe plus du... combien de temps pour passer au Fox, du coup? Ah, mais là, j'étais déjà sur le Fox. Ah, t'étais déjà sur le Fox? Oui, j'étais déjà sur le... Et c'est quoi l'idée des noms? Parce que on va arriver, ça va faire le lien avec le troisième. Hein. Mais Wolf, Fox, on est quand même sur presque le même animal. Ouais, on est presque sur le même animal. Alors, bon, fatalement, quand tu trouves un nom, c'est très amusant parce que je vais vous dévoiler un autre truc qui est assez drôle. En fait, on fait un brainstorming avec Lionel Jadot. Ouais. Et, oui, je vais préciser une chose. Le nom du Wolf, c'est Lionel Jadot qui a fait le logo à l'époque, qui a trouvé le nom. Qui est l'architecte. Hein. Qui est l'architecte. Et donc, moi, je l'ai appelé un samedi matin en disant, tiens, est-ce que tu pourrais pas nous faire le logo du Wolf? Parce que ce logo, de nouveau, comme je dis que les marques aujourd'hui, c'est fini, en dehors de le mettre sur la façade, je sais pas où on le met, peut-être sur le site et encore. Et donc, je lui dis, il dit, mais j'ai jamais fait le logo de ma vie. Je dis, mais non, tu fais des films, tu fais plein de trucs. Il dit, ouais, go, ça va, je le fais. Il dit, comme il est sur la façade, c'est du design, c'est toi. Et donc, c'est lui qui a fait le logo. Alors, pour faire accepter le nom du Wolf, parce qu'il y a un des partenaires qui dit, tu sais, j'en ai parlé à ma femme et tout, elle trouve que le Wolf, c'est quand même un peu difficile et tout. J'ai dit, mais ta femme, elle n'est pas dans la cible. Donc, voilà, ce sera le Wolf. Ça doit être le Wolf. Et parce que rue Montagnolo, parce que c'est une ancienne banque, le loup de Wall Street, etc. Donc il y avait un vrai sens à tout ça. Après le Fox, on a un brainstorming
avec Lionel Jadot, chez lui d'ailleurs, avec Jean-Michel Entré, qui est le patron du Mix, aujourd'hui le Mix. Et on a 2 ou 3 fois des séances de brainstorming le soir. On sort plein de trucs, des noms courts et tout, pour la Royal Belge. Et pour le food market en dessous. Et dans les noms qui sortent, il y a le Fox, il y a le Mix et je sais pas quoi. Et pour finir, Jean-Michel, qui est le patron du Mix, dit, voilà, moi, je voudrais avoir un nom, parce qu'on s'est dit, on va appeler tout l'ensemble d'un nom, en disant, on va au Fox ou on va au Mix et tu as une partie qui est l'hôtel, tu as une partie qui est le truc, tu as une partie qui est le food market, etc. Et puis il me dit, ouais, moi, je voudrais dupliquer le concept, ce qu'il est d'ailleurs en train de faire, et donc moi, je voudrais enregistrer un nom qui m'appartient, qui est à moi. C'est pour ça qu'il y a le Mix qui se déduplique maintenant et qu'il y a le Fox qui ne se dédupliquera jamais parce que moi, je ne déduplique pas. Il faut remarquer que le Wolf a été dupliqué. Oui, il y a eu un copier-coller qui a été fait. Le problème d'un copier-coller, je ne suis pas responsable de ça, que les choses soient claires entre nous, je n'ai rien à voir avec ça. Le problème d'un copier-coller, c'est que tu commences à devenir une marque. Et là, ça devient dangereux parce que si tu commences à faire des copier-coller des choses, ben, tu deviens une marque, quoi. Et donc, tu perds quelque part un peu de ton attrait quand tu deviens une marque. Et d'ailleurs, on a des discussions sans fin encore aujourd'hui avec des marques, parce que tu penses qu'on est courtisé, mais tous les jours par des marques, parce qu'on est des vecteurs de com absolument dingues. Mais moi, je ne veux pas avoir de marque. Donc quand tu as des marques de bière qui viennent te trouver, qui te disent on te donne autant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et que tu dis non. Quand tu as au Wolf une marque de voiture que je ne vais pas citer, qui dit, voilà, on lance un nouveau modèle, je vous donne 40 000 € pour exposer pendant 1 mois la voiture dans le Wolf. Je dis non. Vous avez une voiture électrique, vous avez un truc... Non ? Bah non, alors c'est pas la peine. Parce que tu vends ton âme au diable, et ça c'est super important. Quand tu as un concept, tu dois tenir ton cap, toujours tenir ton cap. Si tu t'écartes un peu du truc, ton histoire tient plus la route, parce qu'il y a une faille dans ton histoire, il y a un truc où tu mens. Et si tu mens, on ne te croit plus, donc on ne te suit plus, donc on n'est plus fidèle à toi. Donc voilà. Tu parles beaucoup de pas aimer les marques, mais est-ce que toi, tu n'es pas une marque aujourd'hui, Thierry Gore ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas nécessaire aujourd'hui pour différencier ? J'espère que non. Moi, je suis... Tu l'as pris comme une insulte. Mais non, mais je dis marque, parce que j'ai l'impression que quand tu dis marque, c'est le mot vulgaire comme les Hermès, tu vois ce que je veux dire, des Adidas, etc. C'est comme ça que tu le définis, si je me trompe pas. Oui. Moi, marque, je vais le définir comme la barrière que tu vas, la barrière à l'entrée pour la compétition. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, je vais lancer une nouvelle marque. Justement, hier, je parlais avec quelqu'un qui avait une marque de suppléments. Tout le monde peut faire ça, tu vois. Un food market, maintenant, t'es le seul, t'as un peu le monopole, tu vois ce que je veux dire. Mais si maintenant, t'avais une compétition, comment tu fais pour différencier au-delà de l'offre et au-delà du concept ? Est-ce que la marque, c'est pas quelque chose d'important ? Tu vois, là maintenant, toi, tu te mets en avant pour le nouveau projet. Est-ce que tu vas pas être la marque ? C'est pour ça que ça a fonctionné ? Mais j'espère que non. J'espère surtout que non. Et le problème, c'est que malheureusement, le fait est que le truc fonctionne. Alors, il a fonctionné une fois, il va peut-être pas fonctionner 2 fois, j'en sais rien. Mais le truc a fonctionné. Donc, je me dis qu'il y a un truc un peu bizarre. Mais je veux surtout pas. C'est la marque. Le problème, c'est qu'il y en a un qu'il faut qu'il s'y colle. Or, comme c'est moi qui pousse ou qui tire les équipes, ben voilà, il y a un moment où, tu vois, je m'y colle. Mais aussi, c'est plus authentique. C'est logique. Ben oui, évidemment que c'est plus authentique. Donc voilà. Et le problème, c'est que M. Adidas, aujourd'hui, d'abord, je crois qu'il est dans sa tombe, mais si tu lis l'histoire de Nike, par exemple, il y a un très chouette bouquin que j'ai lu sur l'histoire de Nike. Ben, quand tu vois le fondateur de Nike et tout, c'est juste magique, c'est une histoire. Mais ces histoires, elles s'effilochent au fil de l'eau. Bon, la preuve, tu as cité un des food market tout à l'heure. Une fois que l'âme de l'histoire part, il y a un autre food market à Bruxelles, qui est un food market d'une marque, qui est la Gare Maritime, pour ne pas la citer. C'est le groupe InBev qui est derrière. Ben, c'est peut-être un truc où il y a un peu moins d'âme, parce que c'est Victoria, la bière qui est mise en avant, ce sont des marques qui sont derrière, ce ne sont pas des personnes. Mais c'est corporate, tu vois. C'est corporate. Pour moi, ça, c'est corporate. Ici, le food market, quand tu vois... Mais je t'invite, après ou quand tu veux, à venir sur le chantier, tu vas voir la banane que les gens ont. Viens demain à 9h si tu veux. Et tu pourras peut-être filmer un truc. Demain à 9h. Demain à 9h, viens. Anouk, demain 9h. Demain à 9h, mais je te laisse la surprise. Tu vas voir ce qu'on va faire demain à 9h. On vient avec les caméras. Quoi ça ? On vient avec des caméras. Ah ouais, tu viens des caméras, mais tu fais le close-up sur ce qu'on va faire demain matin à 9h au RAF, et je t'en dis pas plus. Okay. Mais
C'est des trucs de frappadingue, quoi. D'ailleurs, la problématique, quand je suis passé maintenant, c'est de voir comment on fait passer le camion dans la rue pour te dire que c'est tellement dingue ce qu'on va faire comme truc demain. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça qui est génial de chaque fois repousser les limites. Et chaque fois qu'on me dit, non, ça, c'est pas possible. Je dis, si, ça doit être possible. Et tu dois trouver la solution. Et c'est comme ça pour un entrepreneur dans tout ce qu'il fait. Il y a toujours des solutions à tout. Alors, c'est peut-être pas toi qui vas la trouver. Tu vas t'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider, te booster pour trouver cette solution. Mais les solutions à tout. Je voulais retoucher sur un point qu'on avait mentionné, que j'avais mentionné, qui était la Belgique. Ouais. Parce que là, on part comme si tout était rose, mais je sais que t'as... C'est compliqué. On a mentionné aussi pas mal de projets que tu as fait, mais on n'a pas mentionné un, qui est la Galerie Bortier. Oui, c'est compliqué. Et justement, je pense qu'il y a un lien ici, parce que tu as dû te battre. Galerie Bortier. Je me bats toujours. Toujours, d'ailleurs, c'est les 1 an aujourd'hui. D'ailleurs, oui, mais ça va pas passer maintenant. Mais ce soir, il y a les 1 an avec DJ, 50 influenceurs. Donc, la Galerie Bortier, qui est une galerie... c'est très compliqué. C'est une galerie qui était une galerie de bouquinistes au départ. Alors, c'est dingue parce que première chose que j'ai fait, c'est aller voir tous les commerçants en disant qui joue le jeu. 48 heures après, ils faisaient une pétition en disant ouais, ça va devenir un machin avec des kebabs et tout. Alors que toi, tu demandes leur avis. Alors que la première chose que je fais, je demande leur avis. Je dis, mais attends, les gars, c'est quoi cette histoire, quoi? Et donc, on fait, je pense, ce qu'il faut faire dans cette galerie. Cette galerie, pour la petite histoire, il y avait 100 personnes qui passaient le samedi, on est à plus de 1000. Hein. Je suis né à Bruxelles, c'est la première fois, c'est toi qui m'as fait découvrir. Mais donc, alors moi, il y a eu 13 000 signatures contre ce projet. Dans les 13 000 signatures, je crois que je dois avoir 6 000 copains. Enfin, je caricature de nouveau, mais de tas de gens qui m'ont dit, ah merde, on ne savait pas que c'était toi, on a signé contre. Je dis, tu sais où elle est cette galerie? Non, jamais été. Je dis, mais les gars, attends, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Hein. Et donc, tu vois, il y a une espèce de bashing comme ça, très compliqué. Alors là, en plus, on a Interenvironnement avec une dame qui nous a dit, de toute façon, je ferai tous les recours possibles. Là, on va avoir le permis de régularisation de l'ORECA et tout. Je ferai tous les recours possibles. Conseil d'État, machin, bazar. C'est des plaintes tout le temps, encore 2 cette semaine. C'est des gens qui ne font que du négatif, quoi, qui font que critiquer. Je dis, mais trouvez une autre solution, trouvez des libraires. Là, on a le café littéraire, dans lequel on veut avoir un libraire en plus. Il n'y en a pas. On fait comment? On l'a inventé, le libraire. C'est un truc qui est complètement en crise, parce que le prix du livre est bloqué, etc. Enfin, de nouveau, je passe les détails. Alors, on fait plein de cultures, on fait des lectures, on fait du théâtre, on fait des rencontres, etc. On fait ce qu'on peut pour animer cette galerie en dehors du food. Mais c'est très, très, très compliqué. Et là, ça commence à fonctionner. Mais là, parce que aussi j'avais discuté avec Laura, qui à un moment par rapport à la Galerie Bortier, effectivement, en plus, t'as que des freins. T'as vraiment que des freins, que du négatif. Que du négatif. Que ça. Et une fois que t'es dedans, tu peux pas changer la peinture du panneau, tu peux pas mettre un autocollant, tu dois demander le permis. Mais connaissant comment t'es, tu vois, ta personnalité, comment tu fais pour surmonter ça? Parce que à un moment, tu dis... Ou bien, ça te motive, parce que tu dis, non, je peux pas laisser passer ça, c'est des conneries. Non, mais on va forcer. Heureusement, on a beaucoup de soutien. Heureusement, on a des architectes et des avocats qui savent comment ça fonctionne. Et donc, là, on est en train de tout régulariser. La preuve, c'est qu'il y a un comité de concertation, donc tous les citoyens ont pu dire ce qu'ils pensaient du truc. Il y a eu 148 plaintes, quand même pas rien. Comité de concertation, tu te retrouves avec les Schwein, qui est top d'ailleurs, tous les politiques d'administration, si tu veux, qui est en face de toi. Et puis tu as tous les gars qui sont les plaignants, enfin qui représentent les plaignants. Je crois qu'il y avait 40 personnes. Et alors tu trouves dans les 40 personnes une des libraires, à qui je parle tout le temps. Dès qu'il y a un truc, on le fait, qui vient se plaindre publiquement. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu ne me demandes pas à moi tout de suite? Pourquoi est-ce que tu dois passer par la concertation? Ouais, vous avez mis des pots de fleurs marocains, j'adore les pots de fleurs marocains, enfin des vases qui viennent du Maroc. J'adore ça chez moi, mais pas dans la galerie. J'ai dit, mais tu trouvais super chouette qu'on mette des arbres partout dans cette galerie, et pourquoi tu me le dis pas? Mais qu'est-ce que ça vient faire, quoi? Tu vois, c'est hallucinant. Mais bon, les gens adorent critiquer. Dès que tu fais quelque chose qui en plus sort un peu des clous, mais tu as des critiques tout le temps, partout. Hein. Donc l'administratif, c'est ultra lourd, ultra casse-bonbon, pour être poli.
Mais voilà, il faut y passer, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, mais il n'y a aucun moment tu dis, tu sais quoi, c'est trop compliqué en Belgique, c'est trop compliqué à Non, Bruxelles. mais c'est très compliqué. Mais non, mais ça, je pense... C'est trop cher. Tout est compliqué. Je me barre quelque part d'autre. Non, mais tout est compliqué. Ça, tu penses bien que c'est une question que je me suis posée 100 000 fois. Oui, mais c'est pour ça. Bon, le problème, c'est que moi, j'ai 6 enfants, donc, dont le dernier a 16 ans. J'ai une femme exceptionnelle, donc c'est quand même des décisions qui se prennent à deux. Mais bon, c'est pas exclu du tout que dès que Laszlo, qui est le dernier, sera à l'UNIF ou sera dans ce qu'il a envie de faire. J'y pense tout le temps. C'est dommage qu'on arrive à un point J'y pense tout le temps. Parce que tu ramènes, tu vois, parce que je regarde les commentaires, dès qu'il y a un post sur toi, les commentaires, il n'y a rien de positif. Hein. C'est à chaque fois, mais je me fais comme tu as dit, les kebabs, etc. Mais ça, alors que... Mais je veux dire, ça glisse sur la carapace de mon indifférence. J'en ai vraiment rien à secouer. Voilà, je dis, qui se déchaîne, c'est bon, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis aussi, de nouveau, parce qu'on était sur un projet depuis 2 ans, où ce matin, j'ai un avocat qui a dit, voilà, est-ce qu'on continue ou pas? Et j'ai dit, écoute, laisse tomber, c'est bon. Moi, celui-là, je fais pas. C'est suite trop à pour un autre projet? Oui, un super projet ici. Je t'expliquerai en off ce que c'est tout à l'heure. Mais c'est dommage, tu vois, parce que... c'est dommage. Déjà, tu fais pas les choses 2 fois la même chose. Ouais. Deuxième chose, le Galerie Bortier, on en avait discuté avant que ça se lance. Tu me disais, Rami, je veux mettre des petites choses niche, un petit fromager qui fait son fromage, un restaurant d'un chef étoilé, etc. Ça marche pas. Et c'est dingue parce que j'étais hier soir à un dîner d'anniversaire d'un copain, et j'étais en face d'un échevin qui est par ailleurs sénateur et qui est quelqu'un d'assez connu à Bruxelles, et qui disait aux autres entrepreneurs qui étaient à notre table, qui dit on voudrait que des gars comme Thierry et Pascal continuent à faire plein de choses, mais c'est compliqué parce que lui-même le disait, quoi. Hein, il a plein de bâtons dans les roues et tout, et c'est très compliqué. Il y a des couches et des couches et des couches. Et le problème, c'est que dans l'administration, tout le monde veut avoir son mot à dire. Et il faut peut-être justifier un peu le travail. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas, mais c'est là compliqué. Et après, quand tu réussis à passer tous les permis... alors, je vais te dire, là maintenant, par exemple, on a le permis d'urbanisme pour ce qu'on appelle la boiler room, qui se trouve derrière le Fox. C'est 1500 mètres carrés avec 8 mètres de hauteur sous plafond. Ouais. Truc de dingue, où on fait une ferme urbaine indoor mêlée à de l'événementiel. Donc, un truc de frappadingue. On a le permis d'urbanisme. Yes, on peut commencer les travaux. Mais après le permis d'urbanisme, tu dois avoir le permis d'environnement. Permis d'environnement qui te permet d'exploiter. Parce que tu as beau faire les travaux, si tu ne peux pas exploiter, c'est un peu emmerdant. Et là, on s'arrache les cheveux, parce qu'il y a la mobilité. Ah ouais, mais ça va amener du monde en plus. Ouais, ça va amener du monde en plus. Mais c'est comme ici, hein. Je veux dire, on a Excel, ouais, ça va amener du monde en plus. Donc j'ai une réunion avec la commune ici, en disant comment on fait pour les vélos. Je dis, comment les vélos? Je dis, mais nous, notre cible, c'est 18-25, c'est les transports, c'est les vélos. Donc si on a 100 ou 200 vélos dans la rue, on les met où? Et donc là, maintenant, la commune se penche vraiment sur la problématique, mais tu vois, ça devrait être automatique, quoi. On a un permis. Alors, nous, on a un parking de 20 vélos à l'intérieur. Je pense que c'est les gens qui vont travailler, qui vont au 2e étage. Donc, ils montent au 2e étage pour mettre leur vélo. Mais le reste des gens qui vont venir, on les met où, les vélos? Tu vois, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, l'administration et les politiques, c'est pas les entrepreneurs, hein, ils savent pas ce que c'est. Et le temps, ils savent encore moins ce que c'est. Donc, quand on te dit, tiens, mais tu vas demander un permis modificatif et tout, je dis, oui, mais alors pendant 6 mois, on reste fermé et on ouvre dans 6 mois. Non, nous, on a un loyer, on a des trucs, on a des machins, quoi. Mais c'est pas ancré dans la réalité, en fait. C'est trop théorique. Mais c'est complètement... C'est disjoncté, quoi. C'est même pas que c'est théorique, c'est dingue. Mais le pire, comme tu as dit, c'est quand tu as trop en fait, d'intervenants. Et le pire du pire, c'est quand c'est des intervenants qui n'y connaissent pas. Ah non, mais ça, c'est... Qui ne connaissent pas du tout. Ça, c'est comme les consultants, tu vois, des Big Five et tout. Ça me rend hystérique, ça. Hystérique. Le musée Citroën. On a des réunions avec tous les restaurateurs de Bruxelles où ils nous expliquent les 4 concepts de food qu'ils vont faire. Il n'y en a pas un qui est bon. Ils se plantent sur les 4 concepts. Et on a une réunion avec tous les restaurateurs et je demande au responsable du musée Citroën qui nous présente le truc. Il dit, mais comment est-ce que vous avez imaginé ça? Et ils me disent, voilà, ce sont des consultants de, je ne sais pas, PwC ou je ne sais pas quoi. Je dis, mais les gars, est-ce que vous avez déjà vu un de ces consultants d'abord faire un restaurant? 2, est-ce que vous avez déjà vu un de ces consultants dans une cuisine? Votre truc ne tient pas la route, quoi. Et je ne pense pas qu'ils aient trouvé... Alors, d'abord, il faut qu'ils aient les sous pour terminer ça, c'est un autre débat.
Mais je ne pense pas qu'ils aient trouvé le truc. Mais pourquoi, alors qu'on a plein de restaurateurs à Bruxelles, en Belgique, pourquoi aller chercher des consultants extérieurs? Et l'autre bureau de consultants, c'est les Espagnols. Mais attends, on est à Bruxelles, quoi. Qu'est-ce que les Espagnols vont venir t'apprendre à faire des trucs à Bruxelles? C'est comme les Français quand ils débarquent à Bruxelles. C'est tellement spécifique, tellement machin, tellement truc. Compliqué. Okay. Et donc, Galerie Le Bortier, là, pour l'instant... Mais Galerie Le Bortier, on va avoir le permis, on fête les 1 an, là, aujourd'hui. On a un nouveau concept qui s'ouvre aujourd'hui, qui est un concept de burger, à la place de l'ânerie. Donc, et voilà. Pour toi, qu'est-ce qui, au-delà de tous les challenges, etc., je pense qu'il y a quand même un aspect pour Galerie Le Bortier où ça a fonctionné moins bien que ce que tu pensais? Ben, ça fonctionne moins bien. C'est un projet, on va dire, qui est plus compliqué. Parce que c'est un très gros challenge. Mais ce challenge, en fait, nous, il y a plein de galeries qui sont vides. Ben, ici, à quelques mètres, il y a les Galeries Louise qu'on a visitées il n'y a pas plus tard que 15 jours. Sur lequel on a un concept qui n'est pas un full market qui pourrait être sympa. Mais le problème, après, c'est les loyers. Parce que tous les promoteurs immobiliers, ils te voient des loyers de machin. Et je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut compter. Le fait qu'on s'amène avec un full market qui ne va pas payer un loyer parce qu'il ne peut pas se le permettre, va faire que tout le reste va être rempli. Parce que c'est un effet d'entraînement et un effet de courroie. Meatpacking District à New York, ça a commencé par les galeries de tableaux, et puis c'est les mecs branchés qui ont été, et puis il y a eu un full market, et puis Meatpacking District est devenu un truc extraordinaire. Et c'est très souvent comme ça. C'est des quartiers qui sont un peu délaissés, défavorisés, sur le côté. Voilà. Et donc, non, c'est un projet compliqué, mais c'est intéressant parce que c'est revitaliser une galerie. Il y a plein de galeries vides, toutes les galeries se meurent, galeries commerçantes. Que ce soit le passage Lintout, que ce soit les 2 galeries qui sont ici, la moitié des boutiques sont fermées, toutes les galeries au centre-ville, c'est des ongleries. Enfin voilà. Donc il y a moyen de réinventer les choses. On n'a pas encore la clé pour le réinventer intelligemment. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? D'abord qu'on ait un peu plus de latitude au niveau administratif et qu'on puisse faire un peu plus des choses. Ça, c'est une chose. Je crois que ça, c'est une des choses les plus importantes. Bortier, c'est quelque part une galerie qui ne donne pas autre part. C'est une espèce d'impasse, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la galerie de la Reine, qui va d'un côté et de l'autre, ce qui n'est pas le cas de cette galerie ici, ici derrière, avenue Louise, où on part de l'avenue Louise, on arrive boulevard de Waterloo. Ça donne quelque part. Là, ça donne sur une rue Saint-Jean, qui est un peu un no man's land. Ouais. Et donc, est-ce que tu changerais quelque chose à la Non, pour le moment pas, parce que là, les chiffres sont de meilleur en meilleur, donc on va y arriver. Mais bon, il faut s'adapter, il faut faire le fine-tuning. Est-ce que tu as visé trop haut? Parce que je pense, par exemple, au chef qui avait fait Pulpo. Oui, César Ledawanski. Qui était très chouette. Ouais. Et après, j'ai vu que c'était fermé. Là, ça a réouvert. C'est très chouette. Hein. Serpico, ça a réouvert. Mais on s'est dit que c'était... Alors c'est marrant, c'est très fort dû aux emplacements. Parce que tu fasses ce qu'il a fait, c'est un super chef, hein, César. Vraiment un super chef. Alors le problème, c'est que, est-ce que tu fais du restaurant, est-ce que tu fais de la street food, est-ce que tu es entre les deux? Là, on est un peu entre les deux. Je pense qu'on va un peu plus basculer vers une partie restaurant. Mais Gazosa, qui est l'italien qui est là, fonctionne super bien. Et lui, c'est beaucoup plus restaurant. Serpico, qui sont les pizzas, va probablement un peu faire évoluer son concept le soir avec un concept de nappe et plus restaurant italien dans le prolongement de Gazosa. Parce que bon, Nagdar est un type au niveau qui est juste exceptionnel. Il a plein de restos. C'est lui qui est derrière toute une série de concepts, hein, All Boy, etc. C'est lui au niveau des concepts. Donc c'est vraiment un mec qui sait ce qu'il fait. Et il le fait très bien. Donc voilà, on est en train de faire du fine-tuning. Maintenant, c'est sûr que je donne un bête exemple. On a mis le Kawa Club à l'entrée maintenant. Ça cartonne de chez cartonne. Oui, j'ai vu, c'était pas le boucher qui était là. Voilà, c'était Direndon qui marchait pas. On a mis Kawa Club. Ça cartonne. Il fait 4 fois plus de chiffre d'affaires. 4 fois. Il vend un bête café. Hein. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut adapter les choses. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on va voir ce que donnent les burgers. Et le burger, a pris la place de qui? De Nannery, qui était l'Indien. Le problème de Nannery, c'est que, bon, c'était un restaurant avec une carte faite par Yves Matagne. Hein, donc. Mais le problème dans les côtes, c'est que la déco était topissime, mais d'un autre côté, tu avais un écran pour prendre les commandes, donc une référence au fast-food, alors que tu as un truc qui est décoré comme un resto. Tu vois, il y avait une espèce d'ambiguïté qu'on a cassé maintenant, puisqu'on a enlevé cet écran, machin, et on a fait une espèce de vieux café bruxellois qui va sortir des burgers et des smash en plus,
qui sont faits par Martin, ça s'appelle Martis, qui était au Bat Festival à Charleroi, avec ses burgers, qui sont de très chouettes burgers, donc voilà. Et tu ne penses pas que la galerie devrait être ouverte non-stop ? Alors, il y a des contraintes, on ferme à 9h30, on ferme le lundi parce que le lundi les chiffres sont pas bons, donc on a décidé de fermer le lundi. Mais sinon, le reste du temps, elle est ouverte. Bon, on est en coupé l'après-midi, ça, mais comme dans les full markets, mais pas le samedi et pas le dimanche. Donc, c'est comme dans les full markets, en fait, c'est les mêmes horaires. Parce que moi, je me mets à la place d'un... Parce que là, on est vraiment quand même dans une localisation qui est touristique. On est près de la Grand Place. Je viens, je vois c'est fermé. Je me dis, ah merde, il est 15h30 par exemple, parce que c'est l'heure où c'est fermé. Ouais. Tu dis, est-ce que la galerie est fermée ? Ça tourne plus ? Oui, tu as raison, c'est une très bonne remarque. Je pose la question. Non, mais c'est une bonne remarque. Je sais qu'il y a des challenges derrière. Non, mais tu peux... C'est vrai que pendant les plaisirs d'hiver, par exemple, il faudrait qu'on soit ouvert tous les jours. Parce que je te fais cette remarque, parce que moi, quand je faisais justement à Curb, j'avais un stand, j'étais obligé d'ouvrir de 10h à 23h. Ouais. Et au début, ça m'énervait parce que je voulais pas, parce que 7 jours sur 7, c'est compliqué. Mais après, tu te dis, c'est cohérent parce que la communication est plus facile. Tous ceux qui viennent, ils disent, ok, c'est ouvert. Tu sais il n'y en a pas un qui est fermé, l'autre qui est ouvert. Mais donc, cela dit, je te dis, que ce soit au Wolf, au Fox ou au prochain, l'après-midi, c'est très rare que tu aies un ou deux stands ouverts. Sauf week-end, jour férié, etc. Ok. Fox, on a touché un petit peu dessus. C'est quoi la différence par rapport au Wolf ? Alors, la différence, d'abord, il est tout à fait décentré. Donc ça, c'est un super pari. Et là, on était certain, du coup, pour le midi, parce qu'il y a plein de bureaux dans le coin, très peur pour le soir, avant l'ouverture, je parle. On fait le soir le double de ce qu'on fait le midi, systématiquement. Donc moi, je peux dire, par rapport au midi, où en général, quand je regarde tes chiffres à 10% après, je suis bon, je peux dire quel est le chiffre qu'on fait le soir. Et en général, on ne se trompe jamais. Ben, ça marche très bien. C'est plus haut de gamme, entre guillemets. Ouais. Le quartier fait aussi que... Ben, voilà, c'est ça. Le pouvoir d'achat est plus grand. C'est plus tout le sud de Bruxelles, Saint-Pierre, Ohain, Lannes, machin, bazar et tout. Voilà. Mais ça marche super bien. On est super contents. Mais donc, pour toi, la différenciation avec le premier concept que tu avais lancé, c'est vraiment le positionnement. Mais c'est le positionnement. Le type de concept que tu vas choisir dans le... Voilà. C'est le type de food qu'on va choisir. Et puis, on a beaucoup moins de latitude aujourd'hui en événementiel là-bas que ce qu'on va avoir au Rats ou ce qu'il y a au Wolf. Et c'est pour ça qu'on a cette pièce en plus à l'arrière, quoi, qui va pouvoir permettre de faire de l'événement. Et pour gérer... on va arriver au Rats. Pour gérer tout ce... C'est pour ça que je suis venu. Pour gérer justement tous ces concepts, tu as une même équipe derrière ? Oui. Et comment tu construis cette équipe ? Comment tu les choisis ? Comment tu sais... Parce que comme on a dit, tu n'es pas contrat, etc. Donc c'est au feeling ? Oui, c'est au feeling. Beaucoup au feeling. Et beaucoup au feeling. Ben, rarement. Parfois, mais rarement. Il faut recadrer les trucs et tout, mais rarement. Et pour toi, il faut... Parce que c'est quand même un gros travail quand même, entre tous ces concepts. Ben, c'est un gros travail, mais c'est tellement motivant, c'est tellement différent, et c'est tellement... tu vois, l'équipe, là, aujourd'hui, ils sont sur un an de Bortier, et encore, même, c'est pas vrai, parce que là, tout à l'heure, j'ai une réunion au Rats, et puis ils filent sur les 1 an de Bortier. Tu fais jamais deux fois la même chose, quoi. Donc, c'est quand même... Et puis, c'est des projets qui sont quand même emblématiques, quoi. Tu sais qu'il va sortir un truc ici qui est vraiment du jamais vu de chez jamais vu. Donc, c'est quand même intéressant. Allez, on va attaquer, parce que là, on se retient depuis un peu trop longtemps. Donc là, parce que je me rappelle aussi ce que tu as fait. Donc, le Rats. Ok, déjà, le nom, le Rats, on va taper dedans direct. Alors, le nom, le Rats... Pourquoi le Rats, le truc qui donne le moins envie de manger ? C'est marrant, parce que c'est exactement ce que mes équipes m'ont dit. Parce que... Alors, je vais expliquer la vraie raison après. D'abord, c'est ultra subversif d'appeler un resto Rats. Tout le monde m'a dit, et il aura fallu des mois pour accepter ça, mes équipes. J'aurais dit, les gars, vous ne comprenez pas, vous êtes trop vieux. Parce que, bon, si entre 18 et 25 ans, tu n'as pas un minimum de révolte, j'ai envie de dire que tu as raté ta vie, quoi. Hein. Si tu n'es pas contre le système, contre les trucs, contre les machins, c'est logique que tu sois contre une série de choses qui ne vont pas dans ce monde qui devient de plus en plus dingue. Et donc, le fait d'avoir un resto qui s'appelle Rats, déjà, tu te dis, mais attends, c'est quoi ce truc, quoi. Après,
quand tu vois le rat, en Orient, ça a une signification qui n'est pas du tout la même qu'en Occident. En Orient, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la fortune, suivant les pays, que ce soit en Inde ou autre part, mais ça n'a que des connotations positives. Et d'ailleurs, au Vietnam, par exemple, ils utilisent des rats pour déminer les mines. C'est-à-dire une ASBL belge qui fait ça, pour déminer les mines qui restent de la guerre du Vietnam. Donc la connotation est tout à fait différente. Et donc l'esprit de l'idée de ce rat ici, c'est de se dire, vous avez les a priori sur la façon dont on va dans un restaurant et a priori dans un food market, eh bien, cassez ces a priori parce que vous allez voir la façon de manger de façon totalement différente. Vous allez découvrir un truc qui n'existe pas ailleurs, sur certaines choses qui n'ont jamais existé. Enfin, un food market comme celui-là, ça n'a pas encore existé. Donc, vous allez vraiment découvrir un truc nouveau. Donc, rock your spirit, c'est-à-dire bouscule-toi un peu et sors un peu de ton confort et va voir plus loin que la première impression que tu peux avoir de quelque chose. Ça, c'est le nom. Et donc ça, tu as réussi parce que tu dis ils sont un peu vieux. Non, mais ça, je suis sûr du coup. Non, mais il y a un moment... Bah oui, évidemment, ils ont entre 30 et 40. Et donc, quand tu es dans cette position, tout le monde te dit non. Non, mais là, je suis certain du coup. Là, okay. Je suis intransigeant. Autant on peut me dire, on va mettre du vert plutôt que du jaune, mais non, là, je suis intransigeant. Ça, tu étais sûr de mon coup. Je suis sûr de mon coup. Et voilà, d'abord, c'était un non-coup, machin. Et puis après, quand tu réfléchis au truc et que tu as le wolf, le fox et le rat, c'est comique quand même, tu as une continuité. Et donc, quelque part, c'est là où tu as peut-être pas tort sur un truc, c'est que tous ces trucs deviennent une marque en soi de fabrique. Peut-être. Mais voilà, c'est terriblement subversif. Après, tout n'est pas encore gagné. Hein, parce que mon bar amigal, on va y revenir, je ne l'ai pas encore. Hein. Donc voilà. Ok, donc on est dans ce monde. Mais est-ce que, tu vois, parce que ce genre d'idée, est-ce que parfois tu n'es pas dans un mindset de dire, je vais challenger. En fait, quand tu veux partir sur un projet, ton premier réflexe, c'est d'aller à l'extrême. Le premier truc, c'est pourquoi pas, en fait. Mais tu vas vraiment, juste pour le faire. Mais le problème, c'est que c'est difficile de me freiner. Parce que là, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qu'on aurait pu faire pire que le rat. Ah, tu sais pas faire pire. C'est ça. Non, mais tu sais pas. Tu peux l'appeler cafard. Pas mal. Ah, ça, ouais, je pense que ça serait pire. Ça, c'est pas mal, tiens, cafard. Ça, c'est à réfléchir. Mais donc, voilà. Rat, non, tu sais pas faire pire. Mais voilà. Mais ça va être tellement... Enfin, j'ai envie de te dire, mais quel est... truc qui s'appelle rat, je vais aller voir ce que c'est. Quoi. Et il est où ce rat donc, alors le rat, il est à Saint-Boniface, donc c'est un ancien parking, 3 étages. C'était un parking auquel tu accédais par un mont de charge. C'était 3 étages ou c'était 2 étages? Non, c'était 2 étages plus un étage. C'est quand même important de souligner encore que tu as construit un étage au-dessus. Premier, deuxième, et puis il y a un étage d'appart au-dessus. De loft au-dessus. Mais donc, un ancien parking, donc avec un élévateur, les voitures qui est toujours là, qu'on a réhabilité... C'était dit à un moment qu'on allait mettre un DJ dans l'ascenseur, mais bon, on va garder ça comme ascenseur. Et donc, tu as un ascenseur qui permet de mettre une camionnette, ou donc, fatalement, de faire toute une série d'activités, on en parlera plus tard, sur un des niveaux. Et donc, voilà, ça, c'est le rat. Et puis, tu as un parking. Alors, anecdote amusante, à l'époque, il y a des gars de l'IEX qui me disent, tiens, on voudrait faire un travail sur le Wolf. Et à l'époque, on pensait déjà aux rats. Et je dis, mais écoutez les gars, un travail sur le Wolf, ça existe déjà, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Ils prenaient un truc beaucoup plus drôle et construisaient toute la com du rat. Ouais, on peut pas, parce que on doit faire des trucs sur des choses qui existent et tout. Il dit, c'est qui votre maître de mémoire? Bruno Liès. Bon, il se fait qu'on a bossé ensemble. Bruno, voilà ce que je propose des étudiants, tu fais une dérogation. Bah ouais, évidemment, c'est beaucoup plus chouette, donc ils ont une dérogation, ils sont tout contents. C'est eux qui ont fait le logo du rat. Bon, après, il a été retravaillé, il était arrondi par un AD qui j'avais bossé à l'époque, Benoît, qui maintenant est en train d'arranger une caravane pour le rat, qui a été arrangé, managé par lui pour le rendre encore plus beau, mais le logo a été fait par l'IEX. Et d'ailleurs, les codes de com qu'on va utiliser plus tard, qui ont été faits par l'IEX aussi. Donc, merci l'IEX, très bonne école. Ils ont très bien fait ça, et voilà. Ok. Tu peux rentrer dedans, là, maintenant, c'est le bon moment pour... et donc, on a ce truc, et puis on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis on se dit, c'est un garage, donc on va mettre des food trucks. Mais bon, des trucs avec des food trucks, t'as déjà vu. Tu voulais mettre un food truck dans... Plein de pas faire de travaux, voilà. tu rentres avec... Okay. Tu rentres avec des... Bon, tu dois toujours faire des travaux, mais parce que tu dois avoir un food mais truck, tu dois avoir des systèmes d'extraction. Mais c'est pas un truc délirant. C'est pas ce que tu fais maintenant, ouais. Non. Et puis on était avec Pascal, mon grand associé et ami. On est chez Kodawari Ramen à Paris. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Kodawari Ramen. Non. Allez tous voir Kodawari Ramen à Paris. Rue de Richelieu numéro 36. Il y en a 3 maintenant. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit le marché au thon de Tokyo. Tu arrives, tu as des pavés qui sont mouillés. Moi, c'est pas compliqué. Je n'osais pas mettre mon sac, qui est pourtant étanche, à dos, par terre, parce que je croyais que c'était de la flotte. En fait, c'est du vernis. Et tu as des bacs en frigolite avec des poissons. J'ai dû mettre mon doigt pour voir si c'était des vrais poissons. Et tu es vraiment... C'est un truc, pour vous donner une idée, il y a 70 places assises, ils font 700 couverts par jour. Oh. C'est te dire que ça tourne. Ouais. Et chez Pascal, je dis, mais bordel, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un truc immersif, complet. Il faut que tu voyages, pas seulement dans ton assiette, parce que les food market, on dit toujours que c'est des tours du monde dans ton assiette. Il faut que tu voyages, machin. Et au départ, on part sur 5 marchés, les 5 continents. Et on développe les 5 marchés. Donc Amérique du Sud, bazar et tout. Et puis évidemment, permis aidant, on se retrouve avec ne pouvoir faire de l'oreca que sur un plateau. Donc ces 5 sont devenus 2 plus 1. Mais l'idée, c'était ça au départ. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au Rats? On va rentrer, je vais parler du bar après. On va rentrer, on va avoir 2 concepts. Un concept, donc on laisse un parking d'abord pourri. Partie garage. Ah oui, j'avais oublié ça. Dans son jus. Et dans ce truc, dans son jus, il y a une camionnette de marché dans lequel on va trouver un Italien, que je ne vais pas nommer maintenant, qui est une des meilleures pizzas au monde, qui va faire les focaccia, mais tout ça à 6 €, 6,50 €. 6, 18, 25. 6,50. Non, mais ils vont y arriver. Qui va faire bar à mozzarella, je crois qu'il va y avoir 15 mozzarella différentes. Et ça, on vise les communautés européennes parce que, comme on a 2 apports de produits italiens par semaine qui vont venir chez lui, de la charcuterie, donc c'est la partie italienne. Et puis, on va avoir une caravane complètement pourrie, qui date des années 60, rouillée, machin et tout, qui va être les burgers. Donc, on va avoir 2 trucs phares qui sont la pizza, les burgers, dans la partie garage pourri. Plus le Kawa Club, qui va faire le sucré, coffee specialities, gâteau, pâtisserie. Et puis, on va rentrer dans le Middle East. Quand on va rentrer dans le Middle East, vous allez voir, mais vous allez avoir plus chaud qu'autre part, par exemple. Et vous allez avoir les sons comme un souk. Bon, là, on a un gars qui est rentré hier soir, Louaï, encore de Syrie. Donc, on a des trucs qui viennent de Turquie, de Syrie, du Maroc, partout. Tu as des filles qui font les théâtres, les décors de la Monnaie, qui sont en train de faire des patines de dingue et tout. Tu vas te retrouver vraiment dans un souk, avec 5 concepts que tu n'as jamais vus ici, en termes de nourriture et en termes de mode de cuisson. Donc, on a été chercher des modes de cuisson qui n'existent pas aujourd'hui à Bruxelles, parce que c'est des trucs typiquement, un four sage, par exemple, c'est des fours bombés, sur lesquels on cuit au-dessus, voilà. Et on va avoir toute une série de choses comme ça qui sont drivées par un gars qui est le meilleur de nouveaux trucs, qui est Georges Bagdissar. Georges qui est syrien d'origine, qui est derrière Maïtanour, entre autres, et Kamoun. Donc c'est vraiment... Et lui, ces 5 concepts sont tout à fait complémentaires. Mais tu as par exemple un truc qui va faire que les falafels. Mais des falafels comme tu n'as jamais vu de ta vie, avec des trucs veggie, bazar et tout. Tu as un autre truc, tu vas avoir une rôtisserie, tu vas avoir un salade bar à côté, tu vas pouvoir te servir les salades comme tu veux. Tu choisis ta broche, machin et tout. Et tu auras un magasin d'épices, donc il va les servir dans le magasin d'épices des souks. Enfin, tout va être comme là-bas. Tu vas te retrouver vraiment là-bas. Et ça, on est au premier étage? On est au rez. Ouais. Et puis, tu as une autre partie asiatique. Cette partie asiatique, tu as une partie Japon, Chine, Corée, 3 stands. Et puis, tu as 2 stands, un Malaisie et un Vietnam, Thaïlande. Mais de nouveau, tu es là-bas. Tu vas voir les boutiques et tout. Tu es là-bas. Et tu auras le son de là-bas. Donc, tu vas te retrouver vraiment en Asie.
Et puis au premier étage, là tu vas avoir des tables et des chaises pour les groupes, si tu as des anniversaires ou des trucs comme ça, tu peux aller manger au premier. Bon, tu as tout ce qui est stock parce qu'on a quand même des chambres froides, des trucs et des machins. Tu as les toilettes qui vont être un bar disco, c'est-à-dire que, je laisse la surprise, je ne vais pas en parler parce que c'est trop drôle, mais bon, Insta, hein, toujours la même chose. Derrière ça, tu as une table des chefs, c'est-à-dire que tu as une table de 30 personnes que tu peux privatiser, où on va faire des cours de cuisine thaï, des trucs asiatiques, des trucs Middle East, mais on va aussi inviter les top chefs de chez RTL à venir cuisiner là-bas. Et puis au deuxième étage, tu as un espace de 1000 mètres carrés dans lequel tu vas avoir une petite salle cinéma comedy club, notamment avec, je dirai plus tard, enfin vous verrez. Mais donc ça va permettre, par exemple, dimanche, quand tu auras des brunchs, parce qu'on fait des brunchs Middle East par exemple, où tu auras un bracelet, tu pourras aller dans les 5 échoppes spécifiques, tu vas avoir des dessins animés pour les enfants, mais tu peux avoir un comedy club comme tu peux avoir une conférence sur et ça, c'est vous qui créez les événements? C'est nous qui créons, c'est l'émergence des punaises de lit en Bulgarie, ou autre part, hein. J'ai rien contre le Bulgare. Et donc, alors on a des événements qui sont déjà prévus. Je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a un gros événement qui a lieu autre part, mais qui va venir chez nous 10 week-ends par an. Okay. On a 10 week-ends qui sont déjà bookés pour les plantes vertes. Tu vas avoir des animations avec du roller, mais on va avoir des marchés au vinyle, des marchés design, des expos. Tu as 1000 mètres carrés, donc tu peux tout faire. Et si des entreprises veulent booker des trucs, ben, on privatise tout le deuxième étage pour eux. Ils vont servir en bas. Il y a le mont de Cherche, il y a 2 escaliers, on en a remis. Et donc voilà. Et ça ouvre quand? Et ça ouvre le 11 février. Alors là, de nouveau, mais c'est toujours la même chose, donc j'ai l'habitude. Il y a un moment où je dis, les gars, quand on fait le salon de l'auto, on annonce une date. Le jour avant le salon de l'auto, il y a la moitié des stands qui ne sont pas finis. Ben voilà, ils seront finis pour le 11. Donc le 11, c'est l'ouverture, la pré-ouverture, pour la commune, les voisins, etc. Et du coup, l'ouverture, à mon avis, c'est le 12-13. Il va peut-être y avoir les influenceurs le 12 février, de toute façon. Avant le 15 février, obligatoire. Okay. Maintenant, il n'y a plus de trucs. Et ça devait ouvrir quand, à la base? 15 décembre, et puis 15 janvier, et puis voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ça... Parce qu'il y a des délais toujours, hein. Mais c'est quoi? Parfois, il y a des délais beaucoup trop. Tu vois, là, t'es à 3-4 mois. Je vais te prendre un exemple idiot. Ce matin, il y a, dans la partie asiatique, une casquette d'un des bars qui est faite avec des tôles ondulées rouillées. Mais l'entrepreneur, qui est un super entrepreneur, qui a l'habitude de bosser avec nous, il a coupé ça tout droit. Tu vas en Asie, tu n'as jamais une tôle qui est bien coupée, quoi. Les tôles, elles sont à la one, tu vois, et donc il faut refaire. Donc, comme on veut que ce soit, mais vraiment picobello de chez picobello, ben voilà, quoi, ça prend du temps, et puis on change des trucs, parce que ça, on est grands spécialistes, ouais, ça va être mieux comme ça, donc on va faire comme ça, et puis voilà. Et il y a le bar. Qu'est-ce qu'il a, ce bar? Parce que tu le mentionnes plusieurs fois. Alors, ce bar, il n'y a pas de bouteille. Ok. Donc, ça n'existe pas, évidemment, un bar sans bouteille. Il n'y a jamais personne qui a fait un bar sans bouteille. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, nous, tout ce qui se passe là-bas, on veut que ça n'ait pas existé. Mais bon, c'est pas facile, hein, parce que... Tu dois tout réinventer. Il y a des trucs, et puis tu arrives et tu dis, voilà, les cocktails, comment on fait? Ah, machin, bazar, un tel truc. J'ai un testing demain après-midi, d'ailleurs, là-dessus. Nos limos maison, comment on fait, nos thés maison, comment on fait, le vin, comment on fait et tout. Et donc, tout sera en fût, en key-cake ou en citerne. Donc, il va y avoir 8 citernes au-dessus. On va faire notre bière, à nous. Mais vous avez une brasserie? Alors, on avait le permis pour faire une brasserie là-bas, mais en termes de mobilité et tout, c'est ultra compliqué. Il y a une brasserie au Wolf, c'est très compliqué parce qu'on est en pleine ville. Donc, on va faire des collabs avec notamment La Mule, qui est une microbrasserie à Bruxelles qui est topissime, qui va brasser pour nous. Bon, il faut savoir que dans notre équipe, on a un brasseur qui vient de la manufacture urbaine à Charleroi, qui a brassé au Wolf et qui s'occupe maintenant de superviser tous les travaux, Vincent. Comme on a un architecte interne qui fait le RATS avec nous, qui sort de l'UNIF. Hein. C'est des gens vraiment qui... c'est son premier job, quoi. Hein. Elle a 3000 m² ici et 11 000 m² de bureau à Scarbeck. Donc, comme premier taf, 14 000 m², c'est pas mal. Donc, beaucoup de pression. Et donc, voilà, tout va être en fût, en key-cake. Et donc, il va y avoir 30 pompes.
On va avoir un système de canettes aussi pour certains trucs, parce qu'il n'y a pas de bouteilles. Et alors, les grosses questions qu'on se pose maintenant, c'est qu'on a plusieurs options pour le bar. On a reçu des propositions de mapping vidéo. Comme on n'a pas de bouteilles, on s'est dit, on va projeter des bouteilles. Mais les bouteilles, elles vont prendre feu, ou il va y avoir un cataclysme, ou elles vont tomber avec des projections sur le bar et tout, de liquide, machin. Enfin, un vrai mapping vidéo, quoi. Mais on a tellement d'autres idées et tellement d'autres possibilités, toutes frappadinques les unes que les autres, c'est-à-dire qu'on a une espèce de... Enfin, je vais pas vous le dévoiler parce que je sais pas si on va le faire, donc ça m'embête, mais voilà. Aujourd'hui, cette partie-là, tant que les cuves qui sont dans un bateau, pour l'instant, sont pas là, elles arrivent début janvier, ne sont pas mises, on va pas se prononcer sur ce qu'on va faire au niveau du bar. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du digital, on va innover, parce que bon, il faut pas oublier que moi, je viens quand même de là. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un parcours client. Jamais vu, jamais fait. C'est-à-dire que sur ton téléphone, tu vas dire, voilà, j'ai une petite faim. Tu as un quiz, c'est un gaming, en fait, avec 7 questions. Et tu vas dire, voilà, moi, j'ai une petite faim, je suis vegan, je suis ceci, je suis cela, je veux pimenter, je veux ce... Et en fonction de ça, on va te sélectionner tes plats. Et tu vas avoir la map, puisqu'au total, on a 14 ou 15 restos au Ratz. En fonction de ça, il va te dire, voilà, tu peux trouver ton bonheur dans le stand 3, 7, 8, voilà le chemin pour y aller. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas. Et le but, c'est comme dans les centres commerciaux, tu vois, tu veux aller au Zara, tu regardes et il te dit la map, ou bien le but à la fin aussi, c'est non seulement c'est interactif, mais en plus tu récoltes l'adresse email pour contacter le client, par exemple. Non, c'est beaucoup plus fort que ça, l'adresse email. Mais oui, je te donne un exemple. Un vieux, toi, l'adresse email. Vas-y, explique-moi. Mais qui lit des mails, attends, mais tu vas où, toi? Non, c'est pas WhatsApp, tout ça. Okay. C'est-à-dire que tu as un groupe WhatsApp, et du coup, tu peux communiquer par WhatsApp à tous ces gens qui font partie de ta communauté. Et en plus de ça, ça peut permettre de collecter, d'avoir un wallet, de collecter des points. Et avec ces points, d'abord des points de fidélité quand tu vas manger ou boire, mais en plus, tu peux collecter les trucs si tu viens telle date, telle heure, tel truc, machin, tu peux avoir des doubles points. Ils ont fait gagner des tas de prix jusqu'à des voyages en Asie et au Middle East. Tu as créé une communauté. Hein. Ah ben oui, c'est une marque aussi un petit peu. C'est obligatoire. C'est marque, une communauté. Ok. Bah, communauté, ça n'a pas de nom. Mais, okay. Sauf le Givaro. Mais ok, il y a pas mal de choses que j'ai en tête là. On peut encore en discuter en 2 heures de plus, mais quand c'est que tu t'arrêtes? Quand c'est que tu deviens raisonnable? Est-ce que tu deviens raisonnable ou pas? Pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est à ma femme. Oui, bah justement. Elle dit toujours qu'elle n'a pas 4 enfants, qu'elle en a 5. Ouais. Peut-être que... Non, je pense pas. Je pense que quand je serai raisonnable, je serai vraiment très vieux. Et là, je pourrais me poser les bonnes questions. Et quand est-ce qu'il y a des moments où tu te dis ah, ok, peut-être là, je vais un peu trop loin? Rare. Très rare. C'est déjà arrivé? Parce que si c'est rare, c'est que c'est arrivé. Et si c'est arrivé, je veux savoir exactement quoi. Parce que... Des moments où j'étais trop loin, non, franchement, je me regarde tous les matins dans la glace, trop loin, non, je vois pas trop loin négativement, mais trop loin, une idée qui était trop mais folle. Non, il n'y a pas de limite à faire des choses. Après, il faut pouvoir trouver les moyens pour les faire, etc. Mais il n'y a pas de limite. Non, je ne pense pas qu'il y a de limite. Et tu parles de moyens... Mais tu recules les limites, toujours. Ouais, quoi. Ouais. Vraiment, on se rate. Et de nouveau, quand je dis ça, il n'y a pas de food market immersif à ce point-là qui existe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bar, à ma connaissance, sans bouteille. Ça n'existe pas. Mais bon, on a des vins bio au fût. Il faut imaginer. Hein. Donc, on travaille notamment avec les assembleurs à Lyon qui assemblent des vins bio suivant les cépages qu'on veut. C'est juste délicieux parce qu'en fait, les vins, quand ils sont en keg ou en fût, ils ne sont pas au contact de l'oxygène. Donc, ils sont pas oxydés du tout. C'est beaucoup plus écologique parce que tu n'as pas les bouteilles. Donc, tu as beaucoup moins de transport, tu as beaucoup moins de déchets, tu as beaucoup moins de poubelles, etc. Donc, c'est un gain de temps de malade parce qu'un bar sans bouteille, plutôt que d'avoir un gars qui fait ton spritz et qui doit commencer à mélanger 2 trucs, si tu fais ça, tu mets un étudiant. Si tu dois faire ça avec des dosages, tu dois mettre un barman. C'est pas le même prix. Hein. Donc là... Mais justement, avec les idées folles que tu as, parfois, tu n'es pas limité économiquement?
Parce que c'est trop fou, et au final, si tu devais vraiment exécuter cette idée, écoute, tu devrais vendre un poulet frit à 50 balles. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire un truc, c'est que on a acquis... Parce qu'un full market, une fois que tu as le software, c'est que le hardware qui change. Hein. Ouais. Après, tu changes juste le capot de la voiture, quoi. Mais c'est le même moteur, c'est le même truc. Donc tu peux dupliquer à l'infini, du moment que tu as l'idée du design qui va avec, quoi. Oui, mais si maintenant tu fais un investissement qui est tellement conséquent qu'il te faut 50 ans pour avoir un retour sur investissement... Écoute, je touche du bois. C'est pas le cas pour le moment et ça marche plutôt très bien, très vite, ce genre de choses. Et ici, je pense qu'on va pas se planter, vraiment. Parce que, bon, d'abord, il y a plein de bureaux dans le coin. Parce que je crois que c'est vraiment attendu. Parce qu'on va vraiment venir avec une nouveauté. Parce que ça va vraiment être pour les Bruxellois. Tu vois, les full market, le Wolf, aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes. Et d'ailleurs, les chiffres du Wolf montrent quand tu as des événements comme le marché d'hiver, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a moins de Bruxellois qui y vont aujourd'hui. Parce qu'à un moment, il faut se renouveler, quoi. Et et c'est pas le fait de changer un stand ou l'autre. Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas assez, quoi. Tu vois, c'est pas assez. Il faut autre chose. A vieilli et il faut autre chose. Voilà, il faut d'autres communautés, il faut d'autres angles de vue, d'autres angles de vision, d'autres partages et tout. Et c'est ce qu'on fait au RATS. Et c'est pour ça que je pense que ça va cartonner. Et t'as des regrets ou pas? Non. Il y a des trucs que j'aurais peut-être pu mieux faire. Et je te parle de tout, du début de ta carrière. De ma vie. Ouais. Non, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je dis, tu te remerdes si tu as des regrets. À quoi ça sert? Moi, je regarde toujours devant, je ne regarde jamais derrière. Moi, depuis que je ne suis plus opérationnel dans le WOF, je n'ai plus mis les pieds. Je ne sais plus commencer. Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans. Je n'ai plus mis les pieds au WOF. C'est des histoires qui sont... C'est un livre qui est fermé, quoi. J'ai lu des tas de bons livres, mais ils sont sur ma table de chevet, où je les ai donnés à des copains, et c'est bon, quoi. Ce qui est passionnant, c'est de faire et de faire que ça marche. Et là, maintenant, donc, ok, tu as lancé le RATS, mais vu comment tu as expliqué chaque concept, tu es déjà dans 3 concepts plus loin, là. Ben, c'est compliqué. Alors, j'ai une idée, on ne sait pas encore où la mettre, mais on va y arriver. Il y a une idée plus loin que ça, mais après, je ne sais pas comment je fais pour en avoir plus, tu vois. Sur ce domaine-là, sur le chapitre... Eureka. Tu vois, c'est comme un gars qui fait des films, là, tu fais des films en série, mais dans la série Mission Impossible ou James Bond, là, je suis quasi au bout du truc. Justement, je te pose la question, parce que là, tu vas lancer, là, t'es excité par le RATS, etc. Mais combien de temps ça va prendre à un moment où tu vas dire, ah, je m'ennuie, next. Mais tu vois, le next, il est déjà dessus, t'es déjà dessus, c'est ça. On est déjà dans le pipe sur les trucs, oui, mais mais j'ai pas encore aujourd'hui, sur le next, il y a une idée qui émerge, mais qui est pas encore, où je me dis, waouh, ça va cartonner, quoi. Je suis pas encore. En fait, comment tu peux faire au-dessus de le RATS, justement un bar sans bouteille? Non, mais c'est un peu le problème, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. Mais justement, il faut se bouger pour aller encore plus loin, quoi, dans l'expérience. Mais bon, ça devient compliqué, hein, c'est sûr que... chaque concept que tu fais, c'est un challenge. Ouais, c'est chaque fois un peu plus haut, quoi. Donc, c'est comme le mec qui saute à la perche, quoi. Il y a un moment où tu cales, quoi. Hein, et puis tu passes à un autre truc, ou une autre vie, ou un hôtel, ou un bazar. Toi, t'arrives à la fin de l'Oreca ou pas? C'est-à-dire que, tu sais, les food markets, moi, si c'est pour aller faire des food markets à l'étranger parce qu'on nous demande de le faire, c'est moins excitant. Je sais que ça va marcher, économiquement parlant, mais so what, tu vois? Je veux dire, c'est toujours l'histoire de l'âme, quoi. Tu vas perdre cette âme. Et qu'est-ce qui te trotte en tête, là, maintenant? Quelle industrie? T'as un truc? Je te dis, moi, tout ce qui est... D'abord, ma femme a un super projet que je voudrais vraiment... Dans l'Oreca? Non, pas du tout. Okay. Non. Elle est art-thérapeute, donc tu vois, elle fait de la danse-thérapie, donc c'est pas tout de suite la même chose. Mais ça pourrait très très bien se combiner avec un projet, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, d'hôtellerie un peu différente, de tribal lodge, etc. Donc c'est parti quand tu fais les danses tribales, etc., tu vois, et ça serait chouette de le faire ensemble. T'as jamais travaillé avec ta femme jusqu'à maintenant? Non. C'était trop risqué? Ouais, j'aime pas trop. J'ai hein. travaillé avec un de mes fils en digital. Là, j'ai failli, mais pour finir, on va pas le jouer.
travailler avec un de mes fils qui... Mais je préfère pas. C'est compliqué. Bon, c'est compliqué de me suivre. Hein. Je vais vite, il faut suivre, quoi. Et donc, je suis pas le mec le plus simple du monde, hein. Tu vois, parce que je suis si terriblement exigeant pour moi-même. Donc, fatalement, tu sais, quand tu arrives à 7h30 sur le chantier en même temps que les ouvriers et que les gars qui bossent avec toi arrivent à 9h, et qu'à 6h30 ou à 7h, ils repartent, mais que toi, tu es toujours là... c'est comme ça que tu as le respect aussi. Hein. Tu vois, le mec de la plonge, moi, je vais lui dire bonjour, je vais le truc. Et... moi, je ne suis jamais respecté parce que je dis qu'il faut faire ça ou ça. Je suis respecté parce que je le fais. Et je demande aux autres de le faire. Mais j'impose jamais rien. Mais il y a une espèce de devoir, entre guillemets, moral. Et je crois qu'un patron, c'est ça. C'est de montrer l'exemple et d'induire les choses. Après, moi, quand je demande des choses... je vois que c'est pas fait, je vais pas dire, bon, maintenant tu le fais, je le fais moi. Ouais. Quand je vois que ça se fait pas, je le fais moi. Ou quand je le vois que ça se fait pas bien comme ça devrait être, je le fais moi. Alors, ça prend un peu plus de temps. Donc, est-ce que tu as eu du mal à déléguer quand tu as créé une équipe ou pas? Au début, quand je te parle de ça, il y a 20-30 ans, j'avais très compliqué de déléguer. Mais là, maintenant, mais parfois, je fais encore du micromanagement. Hein. Les assiettes du rat, tu vois, c'est des trucs super importants. Parce que le diable est dans les détails, quoi. Mais bon. Ne dis pas que c'est une assiette en forme de rat. Non, c'est pas une assiette en forme de rat, c'est une assiette en métal. Tout est en métal. Ouais. Donc voilà, tu peux les jeter par terre et tout. Il n'y a pas de casse. Les bouteilles et les verres, on va nous les piquer parce que c'est un rat en relief dedans. Donc tout le monde va les piquer. On va se retrouver avec les verres dans tous les cotes des étudiants à Bruxelles. Mais ça, c'est du marketing. Si maintenant, demain, tu te vois, tu vas dans le passé, tu te retrouves à 25 ans, qu'est-ce que tu te donnes comme conseil? J'ai 25 ans aujourd'hui. Ouais. D'abord, c'est chaud pour vous, très chaud. Moi, je le vois avec mes kids. Hein. Mes derniers enfants, ils ont 26, 24, 22, 16. Je crois qu'on est dans un monde, d'abord, de dingue, qui est ultra clivant, ultra compliqué. Moi, j'ai envie de dire, faites pas de compromis avec vos rêves. Il faut vraiment faire ce que tu as envie de faire, parce que tout est déjà tellement chiant, tellement badant et tout, que autant faire des trucs que t'aimes, quoi. Hein. Ça sert à rien de t'emmerder. Donc voilà. Alors, je pense que dans certains cas, des études peuvent toujours évidemment aider. Mais je pense aussi que l'entrepreneuriat risque de devenir de plus en plus important, parce que surtout avec l'IA, etc., les gens vont de moins en moins... Enfin, moi, je vois ma fille qui, pour l'instant, est backpack en Argentine après avoir fait l'Amazonie, qui vient de terminer le journalisme à l'IEX. Bon, là, elle rentre fin de l'année. C'est chaud, quoi. Hein. T'as fait des études de malade, machin, des stages, des trucs et tout. Les gens qui sont en com... à l'époque, moi, je vendais des logos 40 000 euros. Ouais. Maintenant, moi, quand je paye un logo 400 euros, je tire la gueule, quoi. Donc, tu te dis, waouh. Et comment l'IA impacte l'IA va tout impacter. Toi, aujourd'hui, comment ça t'impacte? Mais tout, nous, des projets comme celui-là, tu le tapes sur l'IA et tu vois ce que ça donne en termes de look, etc. Tout le temps, on utilise l'IA. Sur le bar et tout, on rentre toutes les composantes du bar, on se dit, OK, on va éliminer la moitié, parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en... Je te repique la deuxième bouteille. Ouais, vas-y. Qu'on ne peut pas faire en... On ne peut pas tout faire, quoi. On ne peut pas faire toute la carte. Donc, tu fais l'analyse du bar, tu demandes à une IA de t'analyser les trucs et de sortir les trucs, quoi, tu vois. Donc, on l'utilise tout le temps, l'IA, nous. Et quand et dans les stats, parce qu'on est très, très digital dans tout le back-office, c'est-à-dire que les gars... les étudiants qui bossent, ils vont sur une app, ils s'inscrivent, mais donc le dimanche matin, tu te dis, tiens, je vais bosser aujourd'hui, tu vas sur l'app, tiens, il y a un trou de 6 à 8 à tel endroit, bouf, je plonge, j'y vais, je bosse, quoi. Et après, les statistiques, nous, tous les lundis, on a un tableau qui s'appelle Super Host, et dans ce tableau, tu as tous les résultats par rapport à l'année passée, tu fais ce que tu veux, tu le calibres comme tu veux, et en l'occurrence... les managers, on a tous les résultats par semaine. Donc, le lundi, on a toute la semaine qui s'est passée. Mais on a aussi tous les commentaires sur les réseaux. Et moi, je commence par regarder ce qu'il y a en rouge en dessous.
Parce que là, c'est les trucs qui ont merdé. Ouais, j'ai dû attendre 25 minutes pour ma pita, machin, le bazar et tout. Et là, tous les lundis, on a réunion avec toute l'équipe. Et on commence par passer ça en revue en disant, les gars, problème de pita chez un tel. Je dis pita, mais ça peut être... Et donc, il y a ça. Et puis, tu as, par exemple, via l'IA, de combien on a besoin de staff cette semaine. Parce que bon... Il y a un peu de monde quand même qui tape dans cette... Ça doit aider énormément parce que ça prend énormément de temps de faire des shifts. Et alors donc, et ce que tu vois, c'est que voilà, on a prévu 571 heures cette semaine-ci, et en fait, tu vois, on a fait que 542. Donc ça, c'est bon parce qu'on a diminué sur les trucs. Mais tout ça, c'est fait avec des IA. Mais dans ta façon d'engager des nouvelles personnes dans l'équipe, ça t'affecte? Est-ce que je pourrais remplacer cette personne par l'IA? On n'a plus besoin d'engager pour ça. Non, ça quand même pas. Mais bon, on est, nous, pour gérer, là, en l'occurrence, Fox, Bortier, Ratz, on parle de moi plus 3 personnes. Hein. Donc, c'est quand même pas non plus une équipe de malades, quoi. Hein. Une équipe solide sur laquelle tu peux compter. Ah oui. Moi, il y a 36 milliards de trucs que je fais plus. Tous les engagements et tout, c'est Diego qui s'en occupe. Moi, je ne fais pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, sauf quand c'est vraiment très, très haut level, mais le reste, non, ils font ça beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux que moi. Et qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui si tu devais choisir une personne idéale dans l'équipe? Ou bien pour toi, l'équipe est complète? Écoute, je ne vois pas aujourd'hui... Je te pose la question parce que tu vois les choses d'une façon extrême, tu vois, dans les concepts. Est-ce que dans la façon de former ton équipe, tu peux le voir d'une façon différente? Déjà, c'est pas classique parce que vous êtes que 3 plus 1. Alors, là, ce qu'on devrait avoir pour le RATS, il y a un moment où je voulais mettre une chaise d'arbitre de tennis, tu vois, à l'entrée, avec un mec avec un porte-voix, mais il faut un comédien, tu vois. Donc, trouver un comédien pour expliquer le concept et pour haranguer, entre guillemets, les foules, ça, je trouverais assez comique. Je pense que j'ai l'impression que c'est la cerise sur le gâteau. Oui, mais ça, on va... je vais trouver. Ok. Écoute, on arrive à la fin du podcast. Hein. J'ai encore peut-être 1 ou 2 questions. Il y a des gens qui écoutent ou qui regardent ça pendant 2 heures? Non, mais j'ai pensé à faire un live. Qui écoute, oui, on verra, on essaye. Ouais. C'est le but. Ouais. Mais on va faire après micro-contenu, etc. Donc, tu vas voir, et je te partagerai de toute façon les vidéos. Oui, top. Mais j'étais curieux de savoir, c'est quoi ton restaurant préféré? Rien à voir. Hein, mais... Mon resto préféré? Ouais. À Bruxelles. Hein. Ne me dis pas Lille, à Paris, etc. Non, mais j'aime beaucoup Poncho à Waterloo. Ok. Et c'est un restaurant quoi? C'est un grill sud-américain revisité. Ok. Et t'as pas mis de sud-américain au Rat? Non, j'aime beaucoup Camoun. Ok, ouais. C'est Georges aussi? Georges ici, parce qu'il fait des trucs assez nouveaux. Mais j'adore d'aller manger un durum à Saint-Josse après que j'ai été au théâtre le public, tu vois. Faut savoir aussi que dans l'histoire éponge, heureusement que mon épouse, qui est aussi comédienne, adore le théâtre et le cinéma, mais moi, je sais pas quand je suis le soir chez moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours, soit on est au cinéma, au théâtre, spectacle, danse, machin, bazar et tout. Parce que c'est très, très... Enfin, je veux dire, 1 fois par semaine, je reste à la maison le soir, quoi. Et comme tu as dit, être en mouvement, c'est le bonheur. Ben oui, c'est tout à fait ça. Tu le fais du travail au hobby, donc c'est ça, la boucle est bouclée. Et je compartimente vraiment beaucoup, parce que je te dis, en plus, avec 6 enfants, j'ai intérêt à compartimenter, quoi, hein, et être minuté. Et t'as foutu tout mon bazar en l'air, parce que j'avais prévu 1 heure, et on a passé 2. Donc t'es pas très rendez-vous en soi? Si, mais mes rendez-vous, c'est 1 heure. Hein. Quand je fais un rendez-vous avec quelqu'un, après tous mes collaborateurs, après 1 heure, je me lève. Je dis, bon, conclusion, tac, tac, boum, et je pars. Donc il y a plein de réunions où je pars avant la fin, parce que moi, je sais tout. Qui nécessite, les réunions de travail, hein, je parle, qui nécessitent la réalité plus qu'1 heure. Hein. Mais jamais. Jamais de chez jamais. Donc voilà. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là. Top. Merci, hein. Bah écoute, merci à vous. On a passé combien de temps? 105 minutes. 105 minutes, 1 petite heure et demie.